Donc, un sujet qui est très intéressant, très, très passionnant. C'est un sujet que j'étudie depuis longtemps parce que dans les formations que je donne pour former des thérapeutes, ça me semble indispensable aussi de prendre en compte ce côté alimentation parce que l'alimentation, en fait, c'est ce qu'on va donner à notre corps. Et notre corps, c'est notre terreau, c'est notre terre. Et si on veut avoir, à l'image d'un arbre, un beau tronc, de belles feuilles, de belles fleurs et de beaux fruits, ben, il faut que le terreau soit de bonne qualité aussi. Alors, cette alimentation, je vais vous en parler tout d'abord d'un point de vue physiologique. Qu'est-ce que ça donne en fait en fonction de ce qu'on met dans notre corps, quelles sont les interactions et bien comprendre un petit peu comment ça marche. Et puis on regardera un petit peu aussi quels sont les aliments qui sont plus alcalinisants, plus acidifiants, c'est quoi les aliments qui sont bons pour ma santé. Regardez aussi au-delà de mon assiette en fait, quels sont les impacts au niveau de mon environnement, donc au-delà de ce que je mange aussi. Et puis élargir un petit peu sur la conscience et sur l'autre façon de manger aussi. Alors, pour vous accompagner un petit peu de physiologie, parce que c'est très, très, très important aussi à comprendre. Le fonctionnement du corps, vous savez, c'est assez complexe. Il y a énormément de mécanismes chimiques. Sachez que vos cellules, en fait, produisent 100 000 réactions chimiques à la seconde, ce qui est énorme. 100 000 réactions chimiques à la seconde. Vous êtes une usine chimique extraordinaire. Et l'alimentation vient contribuer à l'équilibre de ces réactions chimiques ou pas. Et on va parler d'abord de l'équilibre acido-basique. L'équilibre acido-basique, c'est quelque chose de très important. Alors, je pense que tout le monde connaît les notions de pH. Notion de pH, on en a tous fait physique, chimie, peut-être à l'école. Donc, un pH 7, c'est un pH qui est neutre. Plus ça descend et plus le pH est acide, et plus on monte, et plus le pH est alcalin. Dans le sang, on a un pH qui tolère très peu de variations. 7,38 à 7,42, c'est la régulation en fait du corps. Il faut absolument que dans le sang, ce soit dans cette fourchette-là. Et tout l'ensemble des mécanismes du corps, en fait, vont être dédiés aussi à pouvoir réguler ce pH dans le sang. Ce qui veut dire que la priorité étant cette régulation, on va avoir des zones de déchets, on va avoir des mécanismes en fait qui vont essayer d'éliminer tout ce qui est trop acide. Et par rapport à l'alimentation, aujourd'hui, quasiment, enfin beaucoup de gens ont une alimentation qui est beaucoup trop acidifiante pour le corps. Et sachez que bon nombre de scientifiques, bon nombre d'études nous le prouvent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune maladie qui peut se développer dans un milieu qui est alcalin. Et si évidemment on a un milieu, on a un terrain physique qui est trop acide, on va avoir bien sûr développement de bon nombre de maladies. Aujourd'hui, si on pouvait modifier l'alimentation de tout le monde sur la planète et que tout le monde puisse manger d'une manière saine et équilibrée, on pourrait éliminer 70% des pathologies chroniques, des pathologies cardiovasculaires, des cancers, des problèmes de diabète, des problèmes inflammatoires, 70%. Le chiffre est énorme. Je ne l'invente pas, hein, regardez un petit peu sur Internet, c'est colossal. Je vous répète, on pourrait éliminer 70% des pathologies lourdes si on pouvait donner une alimentation saine et équilibrée à tout le monde. Alors, c'est quoi une alimentation saine et équilibrée? Alors, il y a des scientifiques qui disent une alimentation verte, une alimentation propre et une alimentation alcaline. Alors, c'est quoi tout ça? Dans cet équilibre acido-basique, je vous disais que le sang était prioritaire, c'est-à-dire il faut absolument maintenir 7,38, 7,42 dans le sang. Quand vous allez manger un petit peu trop acide, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un afflux en fait du OH+, et le corps va essayer de les éliminer. Les différentes voies d'élimination, bien sûr, on a les reins, on a la respiration, on a tout ce qui est digestion aussi, et puis on a les tissus. C'est-à-dire que quand il y en a trop, les voies d'élimination sont saturées. Et le corps a un certain potentiel d'élimination, un certain potentiel de détoxification, mais étant donné qu'on exagère un petit peu trop, regardez ce qu'il y a dans les supermarchés aujourd'hui, on est complètement saturé en fait de cet acide. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un système de régulation qui ne va pas pouvoir maintenir en fait quelque chose de correct. Alors, dans le sang, oui, mais on va avoir extrêmement de déchets, notamment dans les tissus. Et dans les tissus, on va avoir ce qu'on appelle une acidose tissulaire chronique. L'acidose tissulaire chronique dans les tissus, tant qu'il ne se passe rien, ça ne se voit pas. Mais en fait, c'est le lit de la maladie. Vous préparez en fait les pathologies cardiovasculaires, vous préparez un diabète, vous préparez un cancer, vous préparez tout ça. Parce que la maladie adore les terrains acides. Et sur un terrain alcalin, il n'y a pas de maladie qui se développe. Le problème aussi de cette alimentation qui va être acide, je reviendrai après pour la définir, cette alimentation qui va acidifier le corps, elle va aussi vous mettre en carence. Parce que pour pouvoir tamponner
cet excès d'acide, le corps va utiliser notamment des oligo-éléments, des sels minéraux, il va piocher un petit peu dans le calcium, dans le phosphore pour pouvoir tamponner tout ça d'un point de vue chimique. Donc, vous allez tout seul vous mettre en carence parce que vous allez puiser dans vos réserves. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sachez qu'on a 75% de la population qui est carencée en zinc, à 75% de la population qui est carencée en magnésium. Alors, certes, il y a l'alimentation, mais bon, évidemment, il y a aussi tout ce qui est le système émotionnel, le stress de la société, le travail, etc., qui contribuent aussi à ces carences-là. Donc, ce milieu acide, donc provoqué par l'alimentation, va faire que vous allez, comme je viens de le dire, consommer vos sels minéraux, vos oligo-éléments pour pouvoir tamponner, pour que le corps essaie d'équilibrer un petit peu ça. Il a du mal d'ailleurs. Et donc, du coup, vous allez être carencé malgré que vous puissiez avoir une alimentation. Alors, cette alimentation acidifiante, en fait, d'où elle vient? C'est quoi, en fait, qui rend le corps acide? C'est quoi qui amène cette acidité dans le corps? Ben, la première cause, enfin, une des premières, une des plus importantes, c'est tout ce qui est alimentation carnée. Les produits animaux, donc alimentation carnée, produits animaux, laitage, fromage, etc. Aussi le poisson, en fait, tout ce qui concerne le règne animal va acidifier le corps. Regardez hein, tout ce que vous pouvez trouver sur Internet. Voilà, c'est pas juste Laetitia qui vous le dit, parce que je sais qu'il y a peut-être des carnivores aussi qui m'écoutent. Sachez que je suis végétarienne depuis 15 ans. Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je mange de cette façon-là. Mais voilà, l'alimentation carnée amène beaucoup de lourdeur déjà sur la digestion. On reparlera des graisses après, mais va venir acidifier le corps. Et on a aussi tout ce qui est bien sûr stress, émotion, etc. Et l'acidification du corps, elle se fait aussi à travers tout ce qui est produits transformés, parce que les produits transformés que vous allez trouver dans les magasins, malheureusement, il y a beaucoup d'additifs chimiques, il y a beaucoup de métaux lourds, il y a du glutamate, il y a des perturbateurs endocriniens, il y a énormément de choses, en fait, qui ne sont pas OK, c'est pas de l'alimentation. C'est pas de l'alimentation du tout. Regardez un peu les compositions de ces produits-là. Du sucre aussi, beaucoup de sucre. Exactement, beaucoup de sucre. Et j'y viendrai aussi parce que le sucre, on parlera des index glycémiques après. Dans les produits transformés, vous avez du sucre qui n'a rien à faire là, vous avez du sel aussi qui n'a rien à faire là aussi, plus tout ce qui va pouvoir amener peut-être un goût sympa ou une addiction même, pourquoi pas. Hein. Il y a Addiction des plutôt, tout à fait. Tout à fait. Il y a des industriels qui utilisent des produits addicts en fait et vous avez envie d'en remanger. Ils ont un appel pour le produit. Et beaucoup de graisse aussi. Les produits transformés contiennent beaucoup trop de graisse. Donc, vous avez cette alimentation transformée qui aujourd'hui, malheureusement, prend beaucoup trop de place dans les ménages, dans les placards et dans les frigos. Et vous avez aussi une industrie agroalimentaire, en fait, qui s'appuie sur une agriculture aujourd'hui qui, pour moi, est mortifère. Je pèse mes mots, je dis bien ça, parce que l'agriculture aujourd'hui utilise énormément de pesticides, d'herbicides, de fongicides, avec beaucoup de métaux lourds, beaucoup de produits toxiques pour la terre, pour les gens qui pulvérisent aussi, pour les gens qui utilisent ces produits et puis pour les consommateurs. Donc, dans la chaîne de l'agriculture conventionnelle aujourd'hui, pour moi, il n'y a rien de positif. On tue la terre parce que les micro-organismes, les vers de terre, etc., vont mourir à cause des produits chimiques qui sont utilisés. Ceux qui utilisent eux-mêmes ces produits chimiques, moi j'habite à la campagne, malheureusement mon voisin est mort d'un cancer très jeune, il n'avait même pas 60 ans. À force de balancer des produits chimiques, bah forcément, vous êtes imbibé aussi. Et puis le consommateur aussi. Sachez que les produits chimiques qui sont issus de l'agriculture traditionnelle, les produits chimiques qui sont rajoutés dans les produits transformés vont générer aussi de l'acidose dans le corps et vont générer des stress oxydatifs. Alors, on continue sur les différents éléments. Alors, je vais vous parler des graisses maintenant, parce que ça, c'est très important. On parlera des sucres après. Vous savez, 3 types de graisses, grosso modo. Vous avez les graisses saturées. Les graisses saturées sont 95% d'origine animale. Et les graisses saturées, en fait, c'est ce qui va un petit peu encombrer l'organisme. C'est ce qui va faire monter le cholestérol, les triglycérides. Et c'est aussi des graisses qui vont, au fur et à mesure des années, qui vont venir tapisser la paroi des artères. Parce que c'est des graisses qui ne sont pas bien utilisées par le corps, les graisses animales. C'est vraiment pas des bonnes graisses. Si vous voulez manger du bon gras, c'est végétal. Donc, ces graisses-là vont tapisser au fil des ans les parois des artères. Et puis, on appelle ça la maladie athéromateuse. Et puis, 40 ans, c'est tôt, mais des fois, ça arrive, 50 ans, 60 ans, on peut avoir des infarctus du myocarde parce que les artères au niveau du cœur, donc les coronaires, elles se bougent petit à petit, puis au bout d'un moment, la lumière qui existe dans l'artère, ben, elle est presque plus là et on a l'infarctus du myocarde.
Quand on en est là au niveau du cœur, bon, j'étais infirmière anesthésiste, je connais bien le sujet. Quand on en est là au niveau du cœur, c'est pas les seules artères qui se bouchent, les artères du cœur. Ça veut dire que vous avez d'autres artères dans le corps qui sont en train de se boucher également. C'est pour ça qu'on peut avoir des artérites des membres inférieurs, des infarctus mésentériques aussi, qui sont très graves. Donc, quand vous en êtes là, faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Ça veut dire qu'il y a d'autres endroits dans le corps où les artères sont en train de se boucher. Bon, c'est avec des régimes, en changeant d'alimentation, etc., on peut arriver à faire reculer ces choses-là, mais c'est vraiment très important. Les graisses saturées, donc du monde animal, c'est vraiment pas la meilleure chose à manger. Donc, c'est pas synthétisé de la même façon. Ça fatigue d'ailleurs plus le corps, il consomme plus d'énergie pour les digérer. Et puis, on a ce problème-là au niveau de la paroi, notamment des artères. On a les graisses insaturées. Les graisses insaturées, c'est surtout, c'est d'origine végétale, bien sûr, avec les oméga 9, oméga 3, oméga 6. Les oméga 9, la plus connue, c'est l'huile d'olive. Très bonne huile d'ailleurs. Donc ça, c'est des graisses végétales qui sont faciles à digérer, qui sont métabolisables par l'organisme d'une manière très simple et qui amènent vraiment une énergie intéressante. Sachez que toutes les parois de vos cellules sont faites d'acides gras. Vous avez besoin de graisse. Donc ça, c'est important. Et puis oméga 3, oméga 9, des huiles de pyria, des huiles de lin, etc., voilà, qu'on peut trouver et qui sont importantes parce que les oméga 3, les oméga 9, vous ne les synthétisez pas. Il faut vraiment les trouver dans l'alimentation. Et puis, les pires graisses qui existent, c'est ce qu'on appelle les graisses trans. Les graisses trans, en fait, ce sont des graisses d'origine industrielle. En fait, c'est trafiqué, hein. Ce n'est pas de la graisse naturelle, ça. Et en fait, elles sont trafiquées parce que pour permettre une conservation plus facile et plus longue, pour que ce soit plus solide quand c'est froid, enfin voilà, des tas d'avantages. Pour faire des économies surtout. Ouais, des économies industrielles, Oui. c'est pour se faire de l'argent, c'est pas pour la santé du consommateur, c'est pour du business et du business. On nous fait croire que c'est pour une qualité de vie, pour que le beurre soit mou, pour que tout se conserve un petit peu mieux, mais c'est pour qu'ils aient une DLUO beaucoup plus grande des produits. Et voilà, donc c'est juste du business. Ça, on est entièrement d'accord. C'est pas pour notre bien. Exactement. Sur le plan nutritionnel, ça n'a aucun intérêt. C'est même très délétère parce que ces graisses trans, l'organisme ne les reconnaît pas bien. Il ne sait pas les métaboliser correctement. Donc, ça va traîner dans le corps, vous allez les stocker. Encore une fois, on va les retrouver sur les parois des artères et on va avoir des tas de problèmes avec ça. Donc, ces graisses trans, on les retrouve dans les produits transformés. Donc, attention, c'est toujours mieux de faire la cuisine soi-même, c'est toujours mieux d'utiliser des produits sains, des produits basiques, voilà, de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de tournesol, ce que vous voulez, mais les graisses trans, c'est vraiment à bannir. Si vous regardez dans les supermarchés, je trouve ça dramatique, les rayons de goûter pour les enfants. Vous regardez un petit peu les rayons des goûters, mais c'est immonde, quoi. C'est pas mangeable pour moi. D'un point de vue nutritionnel, ça n'est pas mangeable. Il y a tout ce qu'il ne faut pas dedans. Et donc, du coup, je vais parler des sucres maintenant et des index glycémiques. Tout ça, c'est passionnant. Alors, les sucres, le sucre en général, mais les sucres. Alors, d'abord, le sucre blanc. Le sucre blanc, donc, c'est du sucre qui, au départ, est très fort en goût, qui est très foncé d'ailleurs, qui est marron, qui est très bon, qui est raffiné. Pour avoir du sucre blanc, parce que, bon, à un moment donné, c'était plus chic d'avoir du sucre blanc. Or, le sucre blanc est dépourvu de tout. C'est du saccharose, point. Il n'y a plus de fibres, il n'y a plus d'oligo-éléments, il n'y a plus de sels minéraux. Sur le plan nutritionnel, il amène juste du sucre. Le problème du sucre blanc, c'est l'index glycémique. Et j'en parle un petit peu parce que ça, c'est très important dans votre alimentation. L'index glycémique, donc il y a différents, c'est des chiffres, hein, de 0 à 100, c'est la capacité d'un aliment à pouvoir faire monter la glycémie plus ou moins rapidement. Le sucre blanc est un sucre qui fait monter la glycémie extrêmement vite. Donc, vous allez avoir un pic glycémique dans le corps et ça va redescendre tout de suite, très rapidement. 2 heures après, vous avez de nouveau faim. Vous avez de nouveau envie de sucre en plus. Et ce pic glycémique va générer une montée d'insuline très rapide. Va générer de l'acidose et va générer un stress oxydatif. Donc là, on a 0 sur toute la ligne. Aucun intérêt. Alors, ok, vous avez un petit coup de fouet au niveau énergétique, mais c'est tout. 2 heures après, vous avez de nouveau faim et votre corps va vous réclamer à nouveau du sucre. Parce que ce sucre blanc… Mais encore plus. Ce sucre blanc, au niveau du cerveau, en fait, il y a une zone qui est très sensible, notamment à la prise de cocaïne. Et le sucre blanc va exciter la même zone. Exactement la même zone qui excite la prise de cocaïne. Donc, voyez un peu comment on peut devenir addict au sucre. Et les enfants qui, tout petits,
commencent à être habitués à du sucre, en fait, ils vont avoir envie de sucre tout le temps. Donc, c'est quelque chose qui va être dans leur gène, c'est quelque chose qui va être dans leur habitude alimentaire, parce qu'un enfant, quand il grandit, il est en pleine construction. Et puis, c'est un enfant qui peut avoir des moments d'agressivité, d'hyper-excitabilité et d'agressivité. Parce que le sucre, ça excite, c'est comme ça. Voilà. Parce qu'il y a trop de pics d'un coup. Et du coup, on a des comportements, en fait, chez les enfants qui sont souvent, très, très, très souvent, dus à une très mauvaise alimentation. Un enfant, ça doit manger sain. Ça doit manger quelque chose d'authentique, entre guillemets. On trafique le moins possible. Enfin, même rien du tout. Faites vos compotes vous-même, sans ajouter de sucre, etc. Et ça, c'est très important parce que quand vous achetez des petits pots, d'abord, ça n'a pas de goût. Si vous goûtez de la purée de carottes d'un petit pot et la purée de carottes que vous faites vous-même maison, je ne vois pas comment on peut donner ça à un bébé. On ne peut pas développer en fait des sens, on ne peut pas développer le goût des bonnes choses. Et le jour où vous lui faites manger de la vraie purée de carottes, il n'en voudra pas. C'est ça. Ça, c'est dramatique. Tout comme les enfants qui sont habitués au goûter chimique, vous leur faites un gâteau pour le goûter, un vrai gâteau maison, eh ben, ils ne vont pas aimer. Il y a plein d'expériences comme ça où je suis tout à fait d'accord avec toi, excuse-moi de te couper, mais deux choses. Non, Le je t'en sucre, prie. j'avais vu une émission justement où ils comparaient le sucre avec, ils ont fait une expérience avec des souris. Et ils avaient fait donc d'un côté de l'héroïne, donc une des drogues les plus puissantes au niveau addictologie, et justement le sucre. Et il s'avère que la souris préférait le sucre à l'héroïne. La dépendance au sucre était supérieure à l'héroïne. Donc, comme tu disais tout à l'heure, au niveau du cerveau, ça sollicite cette même zone, mais c'est pas pour rien. Et on peut pas nier le fait que les industriels le savent et que ils agissent avec le sucre comme ils savent que c'est une drogue pour justement faire en sorte que les gens soient de plus en plus addicts. Et le principe même du drogue, c'est que si un jour tu manges un morceau de sucre, pour être satisfait, demain, il va falloir en manger deux. Et si demain, tu en manges deux, pour être satisfait le surlendemain, il faudra que tu en manges trois. Et ils le savent très, très bien. Donc, c'est une manière, comme tu dis, de rendre dépendants les gens à leur malbouffe. Et puis, autre chose, le parallèle que ça me faisait penser, c'est que les enfants qui mangent exclusivement des yaourts aromatisés à la fraise, le jour où tu leur fais manger une vraie fraise, ils vont te dire, mais c'est le goût de la terre. C'est sûr et certain. Les purées de carottes industrielles, c'est que du sucre. Mais si tu leur fais le schéma inverse, que tu leur fais d'abord goûter le vrai goût des aliments, le jour où ils goûteront une purée de carottes industrielles, ils vont dire c'est quoi cette merde. Mais c'est sûr que si dès le départ, malheureusement, tu les habitues aux produits industriels qui sont sursucrés, sursalés, plus rien, malheureusement, après, plus rien n'a du goût. Tu peux pas leur faire manger une pomme, tu peux pas leur faire manger un fruit, enfin, quel qu'il soit, ou un légume. C'est tellement fade par rapport à ce surplus de Ah sucre oui. et de sel. C'est là où je te rejoins tout à fait. Et tu vois, j'ai un exemple là-dessus. Ma fille était. Alors, ma fille, j'ai tout fait. Même les desserts, je faisais tout. Donc, je n'ai rien acheté, j'ai tout fait moi-même. Et puis, un jour, on est parti en camping-car avec mon ex-mari. Et puis, dans le camping-car, c'était pas pratique. Et puis, là, exceptionnellement, j'achète, alors je dirais pas la marque, un truc tout prêt. Et elle s'est mise à hurler, elle n'en a pas voulu. J'ai dit, mince, alors j'ai goûté le truc. J'ai dit, mais c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alors j'ai dit, bon, allez, tant pis, je me débrouille dans le camping-car de faire tout moi-même aussi. Et c'est ce que j'ai fait, parce que de toute façon, elle refusait de manger. Elle refusait de manger. Et je lui ai dit, waouh, mais comment on peut donner des choses pareilles à des bébés? Un bébé, au niveau alimentaire, parlons-en. En fait, c'est une fleur qui est en train d'éclore, un enfant. Et selon ce que vous lui donnez, eh ben, ça ne va pas éclore comme il faut. Donc déjà, sur le plan alimentaire, si on veut développer une diversité, si on veut développer de l'ouverture, de la curiosité, même des goûts, mais c'est incroyable les goûts, vous enlevez le sucre, vous enlevez, parce que tant qu'il n'a pas goûté au sucre, tout va bien. Donc, il faut vraiment Voilà, c'est ça, tout à fait. le plus tard possible. Le plus tard possible, le sucre. D'ailleurs, il n'aimera peut-être pas, le jour où il goûtera, il trouvera ça pas bon, trop fort, etc. Mais waouh, on peut développer des choses et sachez que, parce que le cerveau, c'est aussi mon dada, parce que j'ai écrit un bouquin là-dessus, mais le cerveau, en fait, il a besoin d'une nourriture de connaissances variées. Donc, au niveau alimentaire, pour un enfant, c'est énorme. C'est énorme parce que si vous restez sur le même registre, parce que c'est facile pour les mamans, c'est sûr, tous ces trucs transformés, on n'a pas à faire la cuisine, on n'a pas à faire ci, puis hop, nuggets, machin, vous voyez, tous les trucs horribles qu'on donne aux enfants, trop gras, trop sucré, trop salé, trop ci, trop ça. Ben, du coup, on les enferme parce qu'ils ne peuvent pas développer ces connexions neuronales nouvelles à chaque fois qu'il y a des goûts nouveaux. Ils ne peuvent pas développer quelque chose de diversifié et ils vont rester malheureusement, parce que le corps a une mémoire,
Et ils vont rester dans ce registre-là en grandissant. Et c'est ce qui donne les obésités qu'on a aujourd'hui, parce qu'ils restent dans ce registre sucré, gras, sucré, gras, sucré, gras tout le temps. Et puis les industriels ont vraiment réussi, les industriels ont vraiment réussi à nous faire croire des choses qui étaient totalement fausses. De manger des céréales le matin au petit déjeuner, c'est une utopie, c'est une aberration plutôt. Il y a plein de choses comme ça. Manger du pain blanc, comme tu disais tout à l'heure, le sucre raffiné, ça n'apporte rien. La farine d'un pain industriel, ça ne t'apporte rien à part du sucre. Voilà, donc à un moment donné, tu manges du pain, tu vas en manger. En plus maintenant, avec les nouvelles boulangeries, c'est 3 achetés, la 4e offerte. C'est que du sucre. Voilà, tu manges que du sucre. Il n'y a rien pour ton corps à part du sucre. Donc, à part t'apporter des maladies, à se douter, à se demander même si les grands laboratoires pharmaceutiques ne sont pas de connivence avec les grands industriels pour que, grosso modo, l'industrie fabrique des malades à travers tous les produits qui sont déjà à la base transformés, à travers toute cette malbouffe qu'on a au quotidien, et on nous fait même croire que des produits sont bons alors qu'ils sont pas bons pour notre santé. Qui n'a pas entendu qu'il fallait 5 fruits et légumes par jour? Sauf que les fruits que tu manges aujourd'hui ont une valeur nutritionnelle 100 fois plus faible qu'il y a 50 ans. Et à part te faire manger des pesticides et des insecticides et des perturbateurs endocriniens, et je veux dire, à part être des marchands de maladies, à ce jour, manger des fruits et des légumes, c'est limite, si tu fais pas attention où tu les prends, tu es en train de te tuer à petit feu. Je te parle même pas de l'eau. L'eau, si tu veux la boire au robinet, c'est que des pesticides. Tu la bois en bouteille dans la grande surface, tu la trouves qu'en plastique. Donc, c'est même pas de l'eau que tu achètes, c'est du plastique que tu achètes. Parce que derrière, tu as un lobby de plastique qui fait que tu n'achètes même plus de l'eau, tu achètes du plastique. Donc, voilà. Donc, on essaie des fois de bien faire les choses. Moi, j'en reviens parce que j'ai aucune leçon à donner, mais tu vois, avec ma femme, je fais mon pain. Je fais mon pain et on est parti sur du petit épeautre. Donc, du petit épeautre qui apporte vraiment beaucoup de choses. Bon, là, pour le coup, bio. Et c'est vrai qu'on met une petite dose de sucre, mais même pas de sucre blanc. C'est du sucre, je sais plus ce qu'elle prend, mais c'est un truc, tu sais, qui est un peu foncé et qui apporte beaucoup de choses. Et voilà, parce que c'est un conservateur. Oui, un truc, voilà. Et c'est un conservateur. Donc c'est ce qui fait qu'il en faut un peu du sucre. Mais tu en mets un tout petit peu, ça apporte un très bon goût. Voilà. Moi, je fais mon pain depuis 15 ans aussi parce que tu rebondissais sur les farines. Dans le domaine du sucre, donc on connaît le sucre blanc, mais en fait, il y a les autres sucres, dits glucides, où en fait, on a des index glycémiques qui sont trop élevés aussi. Donc, tu parlais de la farine blanche. La farine blanche a un index glycémique aussi élevé que le saccharose. Le riz blanc aussi. En fait, tout ce qui est blanc. La farine blanche, etc. Donc, aujourd'hui, on a une alimentation qui est très épurée, qui est très raffinée, qui est absolument pas bonne parce que l'être humain, il a besoin d'une diversifiée, d'une richesse au niveau des nutriments. Là, je ne parle pas de macronutriments, je parle de micronutriments. Les macronutriments, c'est glucides, lipides, protéines. Et les micronutriments, c'est tout ce qui est sels minéraux, oligo-éléments, etc. Tout ce qui va faire fonctionner, en fait, la cascade chimique dont je vous ai parlé tout à l'heure, les cascades enzymatiques, etc. Tout ça, c'est énorme. Et il faut des oligo-éléments et des sels minéraux. Et tout ça, on le trouve dans les aliments complets. L'avantage des aliments complets, c'est au niveau de l'index glycémique, comme je te l'ai dit tout à l'heure, là, l'index glycémique est plus bas. Donc, un index glycémique plus bas, ça donne une petite montée de la glycémie avec quelque chose, avec un plateau comme ça. On a de l'énergie plus longtemps, on n'a pas le pic qui est identique en fait par rapport au saccharose, on n'a pas la montée d'insuline de cette manière-là, on n'a pas d'acidose et on n'a pas en fait les phénomènes de stress oxydatif, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, sur les index glycémiques, évidemment, c'est de la rééducation alimentaire. Parce que du coup, il faut choisir, on peut manger de la farine, hein, des glucides, mais du coup, il faut choisir le bon glucide. Et je viens aux céréales dont tu parlais tout à l'heure. Les céréales, c'est acidifiant. Moi, je ne mange pas de céréales. Je n'en mange pas. C'est acidifiant. Si on les fait germer, par contre, elles sont alcalinisantes. Tout à fait. Prenez le sarrasin. Voilà, le sarrasin, bah, il est acidifiant si vous le faites cuire. Il est alcalinisant si vous le faites germer. Vous voyez, après, il faut connaître un petit peu tout ça. J'en parlerai des graines germées tout à l'heure. Donc, les sucres rapides à éliminer complètement. Il y a des sucres aujourd'hui qui existent à index glycémique bas, comme le sucre de fleur de coco que j'adore, c'est mon chouchou. Fleur de coco, c'est celui que ma femme prend en dernier, là. C'est celui-là, c'est mes revenus, c'est fleur de coco. Voilà, il a un index à 35 à peu près, donc c'est pas mal. Et puis, il est très riche en oligo-éléments et en sels minéraux. Et c'est un sucre qui est très bon au goût. Il a un tout petit goût de caramel, moi je l'aime beaucoup. Et après, bon, c'est sûr, il est un peu plus cher. Le sucre blanc raffiné, ras des pâquerettes, il a moins de 1 € le kilo. Après, voilà. Mais après, on en met moins et c'est aussi bon.
Il est très, très bon. Moi, c'est un de mes préférés. Après, il y a plein de sucres sur le marché qui existent aussi. Il faut bien choisir aussi en fonction des fabrications. Et tu parlais de manger bio. Je rebondis aussi là-dessus parce que tout ça, c'est très important. Ce que vous mettez dans votre corps, c'est capital. C'est-à-dire, si vous voulez que votre corps il fonctionne bien, il ne faut pas lui mettre des produits chimiques à l'intérieur. Il y a Rumi, la citation de Rumi que j'aime beaucoup, il disait si vous mettez une alimentation saine dans votre corps, il va fabriquer un chi, donc une énergie de qualité, qui va ouvrir votre conscience. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire une alimentation qui est mauvaise, appelez malbouffe, appelez ça comme vous voulez, une alimentation acidifiante, en fait, va générer une très mauvaise énergie. Donc, même si physiquement, on n'a pas l'air malade, on n'a pas du tout la même énergie que quelqu'un qui mange sainement ou quelqu'un qui mange très, très mal. Et on va avoir un stress oxydatif et on va avoir de l'acidose dans le corps. Je vais venir à parler du stress oxydatif qui est très, très, très important à comprendre parce que, en fait, c'est l'impact de votre alimentation, en fait, sur votre corps et on parlera d'épigénétique aussi après. Vous voyez, c'est vaste, hein, l'alimentation. Alors, le stress oxydatif, en fait, il y a des tas de formes qui vont générer du stress oxydatif, les émotions négatives. Vous avez une grippe, vous avez un stress oxydatif au niveau cellulaire, voilà, tout ce qui va agresser le corps. Et une alimentation de mauvaise qualité est une agression pour le corps. Il ne sait pas quoi en faire de tout ça. Il est obligé de mobiliser toute une armada pour pouvoir tamponner les acides, les métaux lourds, les produits chimiques, etc. Ça crée un stress colossal. Un stress oxydatif, en fait, va générer des problématiques au niveau des chromosomes et au niveau des télomères. Je vous en parle un petit peu. J'essaie d'être le plus light possible parce que je sais que je ne vais pas être trop lourde là-dessus, mais c'est super important à comprendre. Voyez un chromosome en forme de Y. Là, ça va, tout le monde sait. OK? On va imaginer les petits bouts là et les petits bouts en bas. Sur les petits bouts là-haut et les petits bouts en bas, il y a ce qu'on appelle les télomères. Les télomères, c'est eux qui vont être, entre guillemets, les gardiens de la qualité de la division cellulaire. Ça va jusque-là? Si je fais trop compliqué, Mehdi, tu me dis. Bah écoute, donc, pour l'instant, ces télomères, ça va. Ça va. Ces télomères, donc, ils vont pouvoir permettre une bonne division cellulaire. Vous en avez un certain nombre, et puis ce nombre, il va diminuer. Et puis, il va diminuer plus ou moins vite. Ça dépend des gens, mais ça dépend de ce que vous mangez aussi. De plein de choses aussi, mais ça dépend de ce que vous mangez. Et si votre alimentation génère un stress oxydatif, le stress oxydatif va altérer, non pas les télomères qui sont au bout des chromosomes, mais une enzyme qui s'appelle la télomérase, qui est au bout des chromosomes, et qui, elle, va rendre actifs les télomères. Donc, la télomérase, c'est une enzyme qui permet aux télomères de bien faire leur travail. Si vous avez un stress oxydatif, la télomérase ne fait plus son job, les télomères, ils vont régresser en qualité. Donc, la division de vos cellules va être de moins en moins bonne jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Ça s'appelle le vieillissement. Je résume, vous mangez mal, vous vieillissez plus vite. Voilà, je vous ai fait un résumé de ça. Le stress oxydatif, c'est important à comprendre parce que ça vient directement altérer la qualité de la division de vos cellules. Donc ça, il faut bien comprendre ça, que c'est pas juste, vous savez, on met pas juste du carburant dans une machine. C'est pas ça l'alimentation. Il doit y avoir vraiment quelque chose de qualitatif pour que votre corps vous le rende. Et même si quand je suis jeune, j'ai 20, 25 ans, je m'en fous, je vais manger McDo, je mange n'importe quoi, je suis pas malade. Vous n'êtes pas malade parce que, effectivement, vous êtes jeune, mais vous n'avez pas un corps en bonne santé. Ça ne se voit pas. Extérieurement, il n'y a pas de maladie qui est là. Mais si on regarde la vitalité, si on regarde comment les cellules fonctionnent, si on regarde les déchets, en fait, qui sont dans vos tissus, eh ben, c'est pas joli. Et c'est là qu'on a du surpoids. C'est là qu'on a des choses qui ne vont pas. Et les allergies, il y a beaucoup d'allergies, hein, souvent des intolérances alimentaires. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et les corps sont malades plus tôt. Il y a des pathologies qui arrivent, qui ne devraient pas arriver si jeunes pour certains, et qui arrivent trop tôt. Parce que justement, l'alimentation, elle vient générer beaucoup de problématiques, notamment l'hypertension artérielle. On parlait des problèmes cardiovasculaires tout à l'heure, l'hypertension artérielle, elle est là aussi, chez des gens plus jeunes maintenant. L'obésité et les diabètes aussi, des diabètes jeunes aussi, on en a beaucoup. Et puis encore une fois, on est attaqué dans tous les sens. Hein. On est attaqué dans tous les sens par les pesticides, par la malbouffe. On croit des fois faire des efforts. Enfin, on croit faire attention. Et malheureusement, on est tellement attaqué dans tous les sens et on parle encore même pas des ondes. Hein. On ne parle même pas du monde invisible, justement des ondes, que ça soit Wi-Fi, Bluetooth, 5G, enfin tout ça. On est tellement attaqué dans tous les sens qu'il y a tout qui nous perturbe.
C'est vrai, donc En fait, c'est de la survie. C'est un peu de la survie. ouais. Le monde de l'alimentation, on se dit, bon, ok, alors qu'est-ce que je vais manger? Alors, bon, moi, j'ai pris l'habitude, ça fait des années que je fais attention à l'alimentation, donc je sais quels produits, etc. Puis moi, je cuisine tout, même la sauce tomate. Je jette pas de sauce tomate toute faite, ça Mmh, n'existe pas. mmh, Je la mmh, fais moi-même. Bon, j'ai mon potager aussi, parce que j'aime ça. Et puis, voilà, il y a 0 produit chimique dans mon potager. Je n'achète que bio, parce que je veux pas mettre autre chose dans mon corps. C'est mmh, mmh. vraiment, quand je peux pas faire autrement, mais je mets pas autre chose dans mon corps. Et il me le rend bien. Vraiment, il me le rend bien, parce que je suis jamais malade, j'ai pas de soucis, j'ai pas pris d'antibiotiques, je crois que ça fait 15 ans maintenant. J'ai pas été C'est beau. malade, j'ai pas pris d'antibiotiques Mmh. depuis 15 ans, j'avais pas de médecin traitant pendant des années. Voilà, je sais pas ce que c'est, voilà, il y a plein de choses que je connais plus, en tout cas. Donc, cette alimentation, on a parlé des index glycémiques, très très importants, donc la capacité à faire monter la glycémie, donc les sucres, etc. On a parlé du stress oxydatif aussi. Ben, on va parler des aliments alcalins. Donc, je vous parlais d'acidose et d'alcalose au tout début. Donc, l'équilibre, évidemment, un corps, il ne doit pas être trop acide. Et le versant naturel du corps, c'est quand même d'aller vers l'acidité parce que le métabolisme, en fait, c'est toutes vos réactions cellulaires, entre la régénération des cellules, la mort de certaines cellules, l'évacuation des déchets. Tout ça, ça crée un petit peu d'acidose quand même. Donc, le corps, naturellement, il va produire quand même un peu d'acidose, ne serait-ce que par son fonctionnement normal. Alors, si vous en Mmh. rajoutez, il s'en sort plus. L'alimentation alcaline. L'alimentation alcaline, eh bien, on vient sur les fruits et les légumes. On vient là-dessus. Donc, l'alimentation carnivore est une alimentation acidifiante. Donc là, je vais vous parler un petit peu d'autre chose. Alors, il y a des études, regardez sur Internet, parce que ne me croyez pas sur parole. Quand on est végétarien tout court, vous diminuez de 25% les risques de toute pathologie cardiovasculaire. 25%. Si vous êtes végétarien, vous fumez pas, vous buvez pas, vous faites du sport, vous êtes à moins 40%. Vous vous rendez compte? Moins 40%. Donc, entre l'alimentation et mon hygiène de vie, vous voyez ce que je gagne déjà en pathologie? Et là, c'est que cardiovasculaire. Je n'ai pas parlé de diabète, je n'ai pas parlé d'autre chose, hein, d'accord? Donc, regardez les études là-dessus. C'est juste fabuleux, en fait, l'alimentation, comment vous pouvez modifier votre terrain et comment vous avez la main, en fait, comment vous pouvez créer, en fait, un état d'être, un état de santé dans votre corps. Déjà ça. Donc, vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous subissez pas la maladie, vous subissez pas l'état de votre corps. C'est vous qui le créez en mangeant. Donc ça, c'est important à comprendre, on y reviendra. Donc, l'alimentation alcaline, les fruits et les légumes, grosso modo. Bon, il y en a certains qui sont un peu acidifiants, mais voilà, une alimentation végétarienne est une alimentation alcalinisante. Une alimentation, en fait, où on va aussi prendre des produits frais. Donc, je vais parler de cru et de cuit. Dans le cru, ben, on a les vitamines qui sont présentes, on a les enzymes qui sont vivantes aussi. Quand vous avez du cuit, ben, vous avez tué les vitamines et vous avez tué les enzymes. Alors, bon, ce que je préconise, je ne vous dis pas que je détiens la vérité, mais bon, plutôt 70% de cru et 30% de cuit. Si vous mangez trop de cuit, c'est une alimentation qui est morte. Donc, vous n'amenez pas assez à votre corps d'alimentation vivante. Et en fait, l'alimentation crue, elle amène des tas de choses qui sont vraiment très intéressantes. Et en termes de vitalité aussi, on pourra parler d'énergie aussi, mais en termes de vitalité, si vous faites l'essai, pour ceux qui ont envie d'essayer des choses, hein, c'est bien d'explorer des terrains nouveaux, allez, faites l'essai 10 jours, 10-15 jours d'une alimentation plus vivante, d'une alimentation végétarienne, où vous mangez plus de fruits et légumes et juste 30% de cuit. Essayez de sentir en fait les bienfaits dans votre corps en termes ne serait-ce que de vitalité, que d'énergie disponible, de dynamisme aussi. Ça, c'est Et de vraiment chouette à digestion sentir. aussi. Ouais, tout à Et oui, fait. oui. De Tout à fait, sommeil parce pour le qu'il y a coup. les fibres qui sont là, Mmh. il y a les fibres qui sont là et qui améliorent largement le transit. Et vous avez aussi, quand on élimine aussi les produits carnés et les produits laitiers, on a aussi beaucoup plus de vitalité parce que bah, la digestion en fait des produits animaux, elle est plus lente, elle est plus lourde, elle consomme plus d'énergie, etc. Donc, dans ces aliments alcalins, donc fruits, légumes, bien sûr, et puis on a tout ce qui est vert. Alors, tout ce qui est vert, c'est surtout partout où il y a de la chlorophylle, donc on va préférer aussi beaucoup de légumes verts, des jus verts, et il y a des algues aussi, hein, si vous aimez les algues, c'est très sympa à goûter, si vous ne connaissez pas, c'est très très riche, c'est bourré de micronutriments, et ça amène donc cette fameuse chlorophylle. Sachez que la composition chimique de la chlorophylle est très proche de celle de l'hémoglobine.
Donc, en fait, c'est de l'hémoglobine végétale, la chlorophylle. Et elle a un pouvoir antioxydant qui est très, très chouette. Elle a un pouvoir aussi détox qui est très, très bien. Donc, voilà, manger un petit peu plus de verre, parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop les légumes verts. Bon, on peut, voilà, la cuisine, c'est tellement infini qu'on peut les marier avec plein de choses et avec des saveurs, des épices. Voilà, on peut faire plein de choses en cuisine. Donc, la chlorophylle, c'est vraiment un élément très, 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 très important. Ensuite, je vais vous parler des graines germées. On parlait de vivants tout à J'allais te l'heure. le Les dire, graines ça. germées, c'est le trésor des trésors. Il n'y a pas mieux que la graine germée. Alors, pourquoi il n'y a Je m'y pas suis mieux que la mis, ça graine germée? aussi. Ah ouais, c'est chouette. Alors, la graine germée, d'abord, c'est facile à faire, je vous expliquerai si vous voulez. Mais la différence, c'est que Facile, quand vous prenez un légume, pardon? c'est facile, oui et non, parce qu'il y en a qu'il faut mettre dans le pot, il y en a qu'il faut mettre dans le truc, c'est suivant, en Oh, fait, moi, je fais tout pareil. Moi, je fais tout il y en pareil, a il y a tout une, qui germe. c'est laquelle la plus connue de graines? L'alfalfa. Voilà, l'alfalfa. L'alfalfa. Et en fait, pour celles qui sont difficiles à faire germer parce qu'il y a trop d'humidité, il faut la mélanger avec de l'alfalfa et tout de suite, ça marche bien. Parce que moi, j'ai essayé les graines de Ouais, moutarde et les graines de moutarde, si tu les fais de manière difficile. classique, eh Ouais. ben, ça marche pas. Il faut les faire avec de Moi, je fais des l'alfalfa. mélanges. Moi, je fais des Celle que je mélanges même préfère, c'est avec le certaines radis. céréales. Les Ah, moi, radis j'aime beaucoup daikon. le radis. Ah, mais c'est Ouais. fort et c'est magnifique, ça. Moi, j'adore. Et moi, je fais germer les céréales, je fais germer le sarrasin, et puis je fais aussi germer le quinoa. Alors, du coup, au Le lieu de manger seigle, du j'ai aussi, quinoa ouais. cuit, le quinoa cuit qui est acidifiant, c'est bourré de protéines, hein, c'est sympa comme céréale quand même. Mais le quinoa germé, alors lui, il germe très vite, il ne faut pas le laisser germer trop longtemps parce qu'il est Mm. moisi en deux. Mais c'est super riche. Alors, pourquoi la graine germée, elle est intéressante? Quand vous prenez un légume dans le potager ou chez le primeur, etc., le processus oxydatif a démarré. C'est-à-dire, je prends le légume du jardin, dans le potager où je le cueille, la mort, c'est quoi à dire, mais c'est comme ça, la mort du légume ou du fruit a démarré. Le processus oxydatif a démarré parce qu'il est coupé de ce qui le nourrit et il va commencer, bon, soit à mûrir un petit peu plus, soit commencer à vieillir, etc. Donc, le processus oxydatif est enclenché. Donc, si vous voulez, on a une baisse de la vitalité, de l'énergie vitale du fruit ou du légume et on a ce fameux processus oxydatif qui est là. Donc, c'est la mort, certes, oui, on peut parler de mort, mais c'est la mort du fruit et du légume qui s'est enclenchée à partir du moment où on l'a ramassé. La graine germée, c'est le processus inverse. C'est-à-dire qu'elle est en cours de croissance. Elle est en cours d'acquérir de plus en plus de vitalité. Elle est en train de grandir. Et en termes nutritionnels, c'est colossal. Entre une graine dormante, c'est-à-dire elle n'est pas réveillée, elle est sèche, elle est dans son petit paquet, il ne se passe rien. Et une graine qui commence à germer, au bout de 2 heures, le processus de germination est enclenché. Vous pouvez avoir jusqu'à une augmentation de 1200%, notamment de la vitamine B6, la vitamine B12, la vitamine C, c'est 600%. Vous avez une augmentation, mais qui est colossale des éléments nutritifs dans la graine. Et ça, c'est comme une explosion de vie. La graine germée, c'est ça, c'est pas autre chose, c'est une explosion de vie en termes de vitalité, en termes d'enzymes, en termes de nutriments. Mais vous voulez vous faire du bien, manger des graines germées. S'il n'y a qu'un truc à manger, bon, il ne faut pas se Tout résumer à à fait ça, mais c'est d'accord. juste fabuleux Ouais, en termes nutritifs, c'est ouais. extraordinaire. Et puis là où tu as raison, c'est pas du tout la même vibration. Et C'est pas du tout alors, la même je vibration. t'entends pas bien Quand là. Par contre, tu, il y a un petit ah, problème de réseau peut-être. ce n'est pas du tout la même vibration lorsque tu manges un produit comme celui-ci ou que tu manges un produit qui est en train de mourir, comme tu l'as dit. La vibration n'est pas du tout la même de l'aliment en lui-même. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, c'est sûr que le mieux, le top du top, c'est que tu le prends dans ton jardin, tu le manges dans les 2 heures qui suivent. Mais quand on l'achète en fait sur les étals, depuis quand ça a été ramassé, on ne sait pas trop. Est-ce que ça a voyagé, pas voyagé? Donc, je finis sur la graine germée, puis après, on va parler de la maturation aussi des fruits et des légumes. Donc, la graine germée, comme je vous l'ai dit, c'est juste colossal. C'est vraiment en termes d'alcalinisation du corps, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Si vous sentez que allez, vous tombez un peu malade, un rhume, je ne sais pas ce que vous pouvez avoir, hop, passez tout de suite à de l'alimentation crue, de l'alimentation vivante, bourrée d'enzymes, de vitamines et de vitalité. Vous allez voir que votre corps, il va mettre en route des processus de régulation et d'auto-guérison qui vont être bien plus intéressants que si vous continuez à manger trop de cuit et vous continuez à mal manger. Faites l'expérience. Bon, moi, je suis quasiment pas malade, mais voilà. Et je mange comme ça toute l'année. Donc, la graine germée, elle est
Bon, pour moi, en tout cas, c'est pas compliqué à faire, mais je fais des mélanges. Comme ça m'évite d'avoir des problèmes d'une graine toute seule, en fait, qui a du mal à germer. Donc déjà, des fois, je mets de la graine de tournesol. Je peux mettre, alors, quand vous mangez aussi, que ce soit des noix de cajou, des amandes, etc., faites-les tremper 2 heures. On ne veut pas vraiment les faire germer sur plusieurs jours, mais faites-les tremper 2 heures. Vous activez le process de germination. Et donc, du coup, vous avez un aliment qui vous apporte mais des choses extraordinaires par rapport à un aliment qui est non germé. Donc ça, c'est chouette. Faites des expériences, c'est vraiment sympa. Ensuite, donc, par rapport aux graines germées, je voulais parler aussi, j'ai perdu le fil d'ailleurs de ce que je voulais dire. Les graines germées. Ouais, les graines germées, mais après je voulais dire autre chose, ça va venir. Donc, ces graines germées, elles sont faciles, et puis en plus, vous pouvez les mettre partout, que ce soit dans la salade, vous avez fait une soupe, bah, vous les mettez par-dessus, bon, il ne faut pas les recuire aussi. Pour ceux qui ont un extracteur de jus et qui font des jus, bah, moi, quand j'en ai trop, quand elles ont trop germé et que j'arrive pas à tout manger, bah, je les mets dans l'extracteur. Comme ça, je bénéficie aussi des enzymes, des vitamines, de tout ce qui est là, mais du coup, dans l'extracteur. Donc, voilà. Et puis, ce qui est chouette aussi pour ceux qui ne connaissent pas la graine germée, c'est que dès qu'elle commence un petit peu à germer, vous pouvez la manger. Et tout ce qui reste, ben, ça continue à germer. Vous pouvez en prélever tous les jours et le process de germination, il continue. Donc, ce n'est pas quelque chose à manger d'un coup, mais voilà. Et puis après, il y a un petit peu plus de chlorophylle, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Bien. Alors, toujours sur l'alimentation alcaline, donc je vous ai dit les fruits, les légumes, etc., les graines germées, tout ce qui est chlorophylle. Et vous avez bien sûr tout ce qui est… Alors, on va parler un petit peu de l'eau aussi. Alors, bien sûr, l'eau, certaines eaux sont alcalinisantes, d'autres sont acidifiantes, bien sûr. Mais la qualité de l'eau, elle est importante parce qu'on parle d'alimentation, mais vous êtes fait quand même à 70-80% d'eau à l'état liquide, mais vous êtes fait à 99% de molécules d'eau qui elles-mêmes composent d'autres éléments. Donc ça, c'est important à connaître. Et toute cette eau que vous avez dans le corps, ben, en buvant, vous la renouvelez. Et l'eau du robinet, tu en parlais tout à l'heure, c'est catastrophique tout ce qu'il y a dedans, entre les pesticides, les herbicides, les fongicides, il y a des hormones, parce que bon, ben, les stations d'épuration ne sont pas équipées pour filtrer les hormones, vous savez, les femmes qui prennent la pilule, etc. Il y a des métaux lourds, beaucoup, il y a du fluor. Et il y a aussi, alors j'ai vu passer une étude il n'y a pas longtemps, sur les médicaments qui sont dans l'eau du robinet. Parce qu'en fait, ces médicaments ne sont pas filtrés. Vous avez plus de 100 molécules médicamenteuses différentes dans l'eau du robinet. Je ne sais pas si vous imaginez 100 molécules médicamenteuses différentes dans l'eau du robinet. Et à la sortie des hôpitaux, je ne vous en parle même pas. Et en fait, tous ces médicaments, alors certes, c'est des quantités infinitésimales. Mais les scientifiques se posent la question aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut donner dans un corps humain qui boit cette eau tous les jours, tous les jours, tous les jours? Parce qu'il y en a de plus en plus. Là, si vous voulez, l'état de pollution de notre environnement, que ce soit en termes alimentaires, que ce soit l'eau, que ce soit l'air d'ailleurs aussi, là, on arrive vraiment à des sommets. Et ça fait que quelques décennies. Hein. En quelques décennies, vraiment, c'est catastrophique. Donc, il n'y a pas assez de recul encore sur cette eau qui est extrêmement chargée et qui amène beaucoup de molécules médicamenteuses dans votre corps. Donc, vous vous dites, ah ok, et dans cette eau du robinet, enfin moi je ne la bois pas, hein, je ne bois pas du tout. Et en fait, je filtre mon eau. J'ai un filtre Berkey, bon tant pis, je fais un peu de pub, mais j'avais un osmoseur inverse avant, là j'ai pris un filtre comme ça. Bon, moi je suis très contente, donc ça fait des années que je ne bois pas l'eau du robinet. L'eau en bouteille, tu en parlais tout à l'heure, bon, il y a l'industrie pétrochimique derrière avec le plastique, donc c'est non aussi. Moi je veux pas ce genre de choses. Et mon eau, quand je vais au sport, tout le monde rigole un peu, elle est dans une bouteille en verre. Mon eau, je la mets dans une bouteille en verre, je ne la mets pas dans une bouteille en plastique. Parce que vous avez une migration des molécules plastiques dans l'eau. C'est tout petit, hein, mais vous avalez du plastique. Donc l'eau, attention à filtrer votre eau, c'est important. Alors, on peut se poser la question, je ne vais pas donner de réponse, mais on peut se poser la question, pourquoi les services sanitaires ne sont pas capables de nous fournir une eau saine et pure? Car aujourd'hui, techniquement, il est possible de purifier l'eau et qu'il est possible qu'on puisse avoir à la sortie du robinet une eau qui soit tout à fait consommable et qui soit propice à la santé, ce qui n'est pas le cas de l'eau qu'on a aujourd'hui. Tu veux que je te dise mieux? Excuse-moi de te couper, mais comment au-delà de ça, même maintenant, ils arrivent à nous faire croire et à nous dire que l'eau de robinet est aussi bonne que de l'eau de source. Tu les entends, ils te disent qu'elle est aussi bonne que de l'eau en bouteille.
Alors c'est que j'ai envie de te dire, c'est que le débat est même pas possible. C'est que sans faire de complotisme ou de politique, c'est que ces personnes-là ne sont pas là pour que tu sois en bonne santé. Ils sont là pour que tu aies de l'eau parce que l'eau, on va dire, est un droit que tu payes, mais ils sont pas là pour que tu aies une eau de bonne qualité. Parce que ça pourrait faire des économies sur la sécurité sociale, sur toutes les maladies, sur tout là, mais j'ai envie de te dire, ils n'ont pas intérêt à ce que ça soit comme ça, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu consommes, que tu sois malade, que tu payes des médicaments, que tu sois opéré, et voilà, t'es pas là pour aller bien. Encore, Ouais. et je m'arrêterai là pour pas faire le gars, mais ils sont pas marchands de santé, ces personnes-là. Ils sont marchands de maladies. Ils vivent sur les maladies, Oui, ils ne vivent pas sur la santé. Donc, parce qu'aujourd'hui, on sait. Les données sont là. C'est pas comme si c'était caché, c'est pas comme si on savait pas. Il y a pas d'ignorance là-dessus. D'un point de vue scientifique, que ce soit sur le plan alimentaire ou sur le plan de l'eau, on sait. Donc, c'est bel et bien sciemment que les choses sont faites. Donc, c'est pour ça que je pose cette question. Si techniquement, on peut fournir une eau pure aux gens, pourquoi c'est pas fait? Bon, voilà. Laissons la question en suspens. tout à fait. On peut imaginer plein de choses. Mais voilà, c'est quelque chose vraiment qui est aujourd'hui, moi je trouve ça aberrant. Et pour vous dire une petite anecdote, quand je cherchais, bon, il y a pas mal d'années, je cherchais un osmoseur inverse. Et du coup, de fil en aiguille, sur Internet, j'ai atterri sur des sites d'aquariophiles pour les poissons. Je ne savais pas qu'il y avait des osmoseurs inverses pour les poissons. Et pourquoi il y a des osmoseurs inverses sur les poissons? Parce qu'il y a des poissons qui meurent si vous les mettez dans l'eau du robinet. Bien sûr. Ah, j'ai dit, ah ouais, à ce point-là. Donc, un organisme vivant qui est ce poisson, il y a des poissons qui sont sensibles, il meurt dans l'eau du robinet. Il faut osmoser l'eau. Il faut qu'il soit dans Avec une la eau javel. pure. Avec la javel. Et nous, et nous, on boit cette eau du robinet. Je me suis dit, non, quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis bon, mon métier, c'est aussi de la bioénergie, etc. Et quand on regarde le champ électromagnétique de l'eau du robinet, c'est pas terrible. Et si vous mettez ce genre d'information dans votre corps, qui est un champ d'information lui aussi, il va y avoir une incohérence quelque part. Donc, il va y avoir vraiment quelque chose qui va être dissonant. Donc, dans votre corps, et du coup, je vais rebondir là-dessus, dans votre corps, on met des aliments, ok, on met de l'énergie, on met des nutriments, on met des choses comme ça, mais on met aussi un champ d'information. Tout est information. On vit dans un immense champ d'information. Et si mon corps, il reçoit tous les jours un champ d'information qui est dissonant, qui est incohérent, bon, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça génère du stress énergétique, du stress oxydatif, mais à la fois, ça va générer quoi? De l'incohérence aussi dans mon champ électromagnétique. C'est ça qui va se passer dans mon champ d'énergie à moi. Vous savez, des fois en rigolant, bon, c'est une boutade que je dis, mais dans les stades de foot, c'est pas les végétariens qui se tapent dessus. Hein. Parce que sachez que l'alimentation carnée, elle rend agressif aussi. Alors, pour exemple, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis dans une prison. Donc, comme ça, ils ne pouvaient pas sortir pour aller manger autre chose. Donc, ils ont fait des tests. Alors, tous les tests physiologiques possibles, hein, prise de sang, diabète, etc., prise de poids, hypertension artérielle, etc., des tests cognitifs, des tests comportementaux, ils ont tout fait. Ils les ont fait manger bio et végétarien pendant 15 jours. Tous les paramètres se sont améliorés. Tous. Il n'y en a pas un qui ne s'est pas amélioré. Et même au niveau du comportement, ils ont noté 70% de moins d'agressivité. Bon, ils avaient des marqueurs hein, pour l'agressivité, que ce soit les gros mots, les gestes, machin, etc. Ils ont évalué tout ça. Même sur le comportement agressif, ils avaient du résultat. Et là, je vais en venir à l'épigénétique. Hop, on va par là maintenant, et vous allez voir, c'est passionnant. L'épigénétique, c'est une science qui est relativement récente, hein, qui a un peu plus d'une vingtaine d'années. L'épigénétique, en fait, c'est ce qui va nous expliquer comment notre génome, en fait, peut s'exprimer de manière différente. Avant, on croyait, donc moi quand j'ai fait mes études, c'était comme ça, on croyait que le génome, c'était figé, comme une fatalité. Voilà, il y a des séquences, machin, hop, ça ne bouge pas de là. Eh bien, pas du tout. L'épigénétique nous prouve aujourd'hui que vos gènes, ils ont une modulation d'expression. Il y a des gènes qui peuvent s'éteindre, ils ne s'expriment plus. Il y a des gènes qui fonctionnent un peu, il y en a un petit peu plus, et il y en a qui fonctionnent beaucoup. Et ça, c'est fonction de différents paramètres. Quels sont les paramètres qui influencent la modulation d'expression de vos gènes? Eh bien, l'alimentation. Après, je vous donne les autres quand même, mais je reviens sur l'alimentation. Vous avez l'alimentation, l'équilibre professionnel, l'équilibre affectif. Vous avez les pensées, les émotions.
Et oui, si vous pensez tout le temps de travers, des émotions négatives, etc., voilà. Et sachant que les pensées et les émotions viennent de notre passé. C'est encore un autre sujet, mais c'est passionnant aussi. Vous avez aussi l'environnement. Un environnement pollué, un environnement sain, ça ne donne pas la même chose. Vous avez ce que vous faites avec votre corps. Si vous êtes complètement pas d'activité physique, rien du tout, ou alors au contraire, si vous avez une activité, et votre manière aussi de respirer. Tous ces paramètres-là vont influencer l'expression de vos gènes. Ça a été étudié. Regardez aussi, il y a des belles études là-dessus. Et l'alimentation, en fait, c'est un facteur, en fait, de modification de l'expression du génome. C'est pour ça que les naturopathes vont vous dire, on peut modifier un terrain rien qu'avec de l'alimentation. Déjà, mais le travail peut être énorme en changeant l'alimentation. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau des gènes? Alors, je vais un petit peu dans la physiologie aussi, une manière très simple. Une séquence, donc un gène, c'est une séquence, d'accord? C'est un code. Et donc, ce code, dans la cellule, il y a ce qu'on appelle les processus de méthylation. Et c'est la cellule qui va réguler. Alors, ce gène, on l'active un peu plus, etc., avec ce qu'on appelle les groupes méthyl. Et en fonction des informations qu'elle reçoit, la cellule, donc de l'influence chimique. Et l'influence chimique, elle vient d'où? Elle vient de l'alimentation, entre autres, plus tout le reste. Et en fait, dès qu'on a des aliments qui ne sont pas OK, perturbateurs endocriniens, métaux lourds, pesticides, etc., on va avoir une information qui arrive au niveau de la cellule, donc avec l'acidose en plus dont j'ai parlé tout à l'heure, le stress oxydatif dont j'ai parlé, on a une incidence sur les chromosomes, on l'a vu tout à l'heure, et on a une incidence directement maintenant, en fait, on le sait, c'est prouvé, on le sait, qu'une mauvaise alimentation, elle va permettre à certains gènes d'être plus actifs, et devinez lesquels c'est, ben, c'est les gènes qui sont pro-inflammatoires, qui sont pro-traumatiques et qui sont pro-pathologiques. C'est ceux-là qui vont se réveiller le plus et qui vont être le plus actifs quand vous mangez mal. À l'inverse, l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire plus vous mangez sainement, plus vous donnez des bonnes choses à votre corps. Et sincèrement, si vous faites un peu attention à vos sensations physiques, vous sentez la différence. Et plus on va avoir ces fameux gènes pro-inflammatoires, pro-traumatiques, pro-cancéreux qui vont s'éteindre, ils vont de moins en moins être actifs et on va avoir d'autres gènes, en fait, qui vont se réveiller, qui sont des gènes anti-inflammatoires, qui sont des gènes antioxydants, qui sont des gènes, en fait, qui vont aussi ralentir le vieillissement. Bien manger, ça vous permet aussi de rester jeune. Mais ça, c'est pas juste une vision comme ça, c'est pas juste quelque chose, ah oui, c'est peut-être logique. Non, non, ça a du sens scientifique aujourd'hui. Ça a vraiment du sens scientifique. Donc, l'épigénétique aujourd'hui, elle vient amener encore plus d'éléments. Vous vous rendez compte, c'est pas juste une question de santé tout court. C'est carrément mon génome qui peut modifier son expression. C'est quand même colossal de se dire, waouh, en fonction de ce que je mange, mes gènes, ils vont fabriquer ça ou mes gènes, ils vont fabriquer ça. Donc là, on est à un degré encore plus intéressant. Donc, ça veut dire que vous êtes créateur de votre santé aussi. On n'est pas en train de subir ce qui se passe dans le corps. On le crée complètement avec notre alimentation. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que je parlais de conscience, il y a cette conscience-là, c'est qu'est-ce que je mets dans mon corps? Parce que quand on comprend un petit peu les mécanismes physiologiques, on met du sens. Et dès qu'on met du sens, le mental, il peut adhérer au changement. Parce que quand le mental ne met pas de sens, il a du mal à adhérer au changement. Quand il met du sens, il dit, ah ouais, ok, c'est pas con quand même. Peut-être je vais voir un petit peu, réfléchir là-dessus. Et quand le mental adhère, bah, du coup, on peut changer les choses. Parce qu'on a compris. Alors que si on n'explique rien et qu'on ne comprend pas, on va dire, bah, j'ai toujours mangé comme ça. Dans ma famille, on mangeait toujours comme ça. Bon, mon père était boucher. Donc, vous voyez, j'étais élevée à la viande, hein, comme quoi on peut changer. Il n'y a pas de souci. Mais parce que j'ai compris, parce que je me suis intéressée, et ça m'a interpellée. Ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie de mettre des saletés dans mon corps déjà. Parce que mettre des produits chimiques, à un moment donné, comment ça peut être une bonne idée de mettre des produits chimiques dans son corps? À quel moment, où sont les arguments qui existent? Il n'y en a pas. Comme quoi, ça peut être une bonne idée de mettre des produits chimiques dans son corps, mettre des produits chimiques dans le corps d'un bébé, avec des produits qui sont issus de l'industrie. Non, 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 c'est vraiment, c'est pas une bonne idée. Et regardez la société aujourd'hui avec toutes les maladies émergentes qui sont là. Et puis, il y a cette conscience un petit peu plus grande que ce corps, c'est mon temple, que ce corps, ben voilà, c'est votre meilleur ami quelque part, c'est celui qui vous accompagne chaque instant, chaque seconde, et que grâce à ce corps, vous pouvez faire des expériences, des ressentis, vous pouvez vivre des choses, vous pouvez être heureux, vous pouvez, voilà, et grâce à ce corps, vous expérimentez l'incarnation. Et ce corps, il est précieux. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de vous le transmettre aussi. Ce corps, il est vraiment précieux. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec lui?
quel chemin vous avez envie de faire avec lui? Moi, j'ai envie de faire un long chemin avec lui, puis j'ai envie qu'il soit en forme parce que, voilà, c'est un mariage avec lui. Et dans cette notion, dans cette considération du corps, on peut aussi avoir cette conscience-là de se dire: «Qu'est-ce que j'ai envie de lui donner pour qu'il aille bien?» Et ça, c'est important aussi de ne pas juste avoir une notion très terre à terre de l'alimentation, mais une notion peut-être un petit peu plus fine et avec un petit peu plus d'ouverture là-dessus. Et cette conscience-là qu'on peut avoir de l'alimentation, j'ai envie de vous l'amener aussi au-delà de l'assiette. Et là, je vais parler en fait des impacts au-delà de votre assiette, en amont. Qu'est-ce qui se passe? Et l'alimentation, sachez que vous regarderez, il y a des documentaires qui sont très intéressants, dont un que j'aime beaucoup qui s'appelle Cowspiracy. Donc Cowspiracy. C'est un documentaire d'1 h 30 qui vous explique par A plus B pourquoi l'alimentation carnée est la première cause de pollution au monde. Donc regardez bien, il n'y a pas que ce documentaire-là, hein, c'est très bien expliqué un petit peu partout. Voilà, l'alimentation carnée, à bien des égards, en fait, génère énormément de pollution. Alors d'une part, au niveau des terres agricoles, sachez que 70% des terres agricoles dans le monde sont dédiées à l'alimentation des bovins. Parce que, voilà, ils mangent du soja, entre autres, et il faut fabriquer tout ce soja, 70%. 70%, ça veut dire déforestation. Sachez qu'en Amazonie, c'est un terrain de foot toutes les 7 secondes. Donc, depuis que je parle, ça fait 1 heure, comptez le nombre de terrains de foot qui a disparu en Amazonie pour planter du soja, pour nourrir le bœuf que vous allez manger. Donc, tout ça, c'est des dégâts colossaux. Sachant que ce soja, entre autres, hein, ils ne mangent pas que ça, les bœufs, ce soja, en fait, ce n'est pas du bio. Hein. Sur ces 70% de terres agricoles, il n'y a pas beaucoup de bio. Ce qui veut dire que toutes ces terres-là, elles vont recevoir des pesticides, des herbicides, des fongicides, des engrais chimiques, etc., etc. Et on va à nouveau tuer la terre. Et le bœuf que vous allez manger, il va être chargé de ça. Plus les antibiotiques et les hormones. Sans oublier les OGM. Sans oublier les OGM, tout à fait. Tu fais bien de me le dire parce que c'est aussi très important. Donc, déjà, rien qu'au niveau de l'agriculture, on a déjà des soucis là-dessus. Au niveau de l'eau aussi. Pour faire de l'alimentation carnée, en tout cas, il y a une grosse consommation d'eau. Il y a quand même des soucis d'eau au niveau de la planète maintenant. Renseignez-vous aussi. Bon, ça, c'est encore un autre débat, mais c'est intéressant aussi à traiter sur la chaîne. C'est très important aussi. Et puis, dans cette chaîne-là, cette pollution des sols, en fait, elle est catastrophique. Et vous avez aussi, et aux États-Unis, c'est un gros problème aujourd'hui, en fait, la pollution des sols par les excréments. C'est des milliards et des milliards de tonnes d'excréments qui ne sont absolument pas gérés. Et avec les pluies, le ravinement, l'infiltration, on a des pollutions des nappes phréatiques aujourd'hui et on a des pollutions de certaines zones littorales jusqu'à des kilomètres et des kilomètres où tout est mort. Voilà, ça c'est aussi un problème. On n'y pense pas, on n'en parle pas, mais c'est quand même colossal. Et après, bon, bien sûr, vous avez les gaz en fait qui sont émis par les bovins. Donc c'est beaucoup d'individus en fait et qui contribuent. Voilà, qui contribue complètement en fait à ces gaz à effet de serre, parce que sachez que tout transport réuni, je dis bien tout transport réuni, c'est 13%. Alors que l'élevage en fait animalier, c'est 51%. Regardez les chiffres aussi, voilà. Et ce que je vous dis, voilà, c'est des choses qui sont sourcées, donc regardez tout ça, c'est vraiment très important. C'est sûr ça, hein. Tu as raison. Et on peut se demander du coup, waouh, alors quand je mange de la viande, il y a tout ça qui est derrière, quand même, il y a tout ça qui est derrière. Alors, je viens au laitage, puis après, je viendrai sur les poissons. Alors, parce que des fois, mes stagiaires me disent « Ah oui, mais les laitages, il n'y a pas de souffrance animale, parce qu'il y a aussi la souffrance animale de l'animal qui a été élevé, etc. » Parce que, je reviens un petit peu, je viendrai sur le lait, j'ai zappé la souffrance animale, mais c'est très important, parce que je parlais de champ d'information tout à l'heure. Une bête qui a été enfermée, qui n'a pas vécu longtemps, et qui ensuite va à l'abattoir, donc avec toutes les souffrances qu'il y a pu y avoir, et notamment l'abattoir, c'est des stress colossaux, donc avec décharge de toxines, décharge d'adrénaline, la viande est hyper acide quand les animaux sont tués, et vous mangez ça. Vous mangez non seulement un état métabolique, physiologique qui n'est pas bon du tout, mais en plus, vous mangez la souffrance, parce que ça, c'est de la mémoire, ça, c'est dans le champ d'information. Et c'est pour ça que les gens qui mangent trop de viande ont tendance à être un peu agressifs. Ce pas des gens très calmes en général. Bon, n'en faites pas trop une généralité, mais voilà, c'est des comportements qu'on a pu noter en tout cas. Donc, vous mangez un champ d'information qui n'est pas OK. Donc, OK, plus la souffrance, etc. Regardez toutes les vidéos des abattoirs qui ont pu être filmées. Malheureusement, il y a un amendement qui est passé. Maintenant, c'est interdit, sachez-le.
Donc, il y a ça aussi qui vient contribuer. C'est dramatique. Alors, les laitages. Alors, il y a des stagiaires qui m'ont dit, oui, mais les laitages, il n'y a pas de souffrance. Alors, je vous explique les laitages. Une vache laitière, une vache tout court, ça vit 20 ans, à peu près. On ne l'embête pas, on lui fout la paix, elle est dans son pré, ça vit 20 ans. Une vache laitière, ça part à l'abattoir à 3 ans et demi, 4 ans. Donc, on a déjà diminué son espérance de vie de 5 ans. Une vache laitière, aujourd'hui, ils sont à 13 000 à 14 000 litres de lait par an. Ils font la course. Avant, c'était 11 000, 12 000. Et puis, comme il faut que ce soit rentable, alors du coup, voilà, ils essaient de trouver les meilleurs moyens pour tirer le plus de lait. Avec une alimentation, alors ils disent au plus près de leurs besoins. Non, c'est ce qui me coûte le moins cher pour que ce soit rentable. C'est pas la même chose. Et le plus productif. Ouais. Et le plus productif, tout à fait. Donc, cette pauvre vache, on l'insémine aussi tous les ans, parce qu'il faut qu'elle soit rentable dans tous les sens. Donc, un veau par an duquel elle est séparée. Sachez qu'aujourd'hui, il y a eu des études aussi sur la capacité émotionnelle des animaux, notamment les vaches, mais d'autres animaux aussi. Ils ont un système émotionnel qui est extrêmement sensible. Ils ressentent la souffrance, ils ressentent la peur, ils ressentent le manque, ils ressentent l'abandon. C'est terrible. Une maman qui perd son bébé, des fois c'est le jour de l'accouchement, hein, et un bébé qui va pleurer sa mère tous les jours de sa pauvre petite courte vie, c'est dramatique. Et donc cette mère-là, un bébé tous les ans qu'on lui enlève, 13 à 14 000 litres de lait, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, elle est déminéralisée et elle ne peut plus produire de lait. Et à ce moment-là, on n'en veut plus. Donc, on va la mettre à l'abattoir. Mais elle est tellement déminéralisée que souvent, pendant le transport ou arrive à l'abattoir, ils font des fractures spontanées. Des fractures spontanées. Tellement on a pompé. Ah, j'ai dit, waouh, ok, il y a ça. Et puis, voyons le veau maintenant. Donc, le petit bébé qui est arraché à sa mère, c'est un bébé. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà… moi, j'ai vécu à la campagne et puis j'adore les animaux. Et je vous raconte parce que ça m'avait touchée. C'est comme ça que je suis devenue végétarienne. C'était il y a longtemps, mais vraiment il y a 15-16 ans. Et puis, c'était à la campagne, puis on se promenait, puis il y avait une espèce de grande maison en bois tout allongée, comme ça. Je dis, tiens, elle est curieuse, cette maison. Puis c'était ouvert, on est rentré. En fait, il y avait plein de petits veaux qui étaient dans des petits, comment dire, des petits sas, des petites caisses, je ne sais pas comment vous dire, comme ça. Des box. Attachés. Ouais, des box, attachés comme ça. Un petit truc là pour manger qui était vide. Et je suis rentrée là. Et ce qui m'a sauté au visage, c'est le désespoir. S'il y avait un mot plus fort, je l'utiliserais parce que je trouve que désespoir, c'est pas suffisant. Le désespoir de ces bébés qui pleuraient leur mère. Ils nous ont léchés, on les a caressés. Puis moi, je suis partie. Mais j'étais en larmes quand je me suis dit, waouh, on les mange. On les mange. Mon Dieu, mais quelle horreur. J'ai dit stop. Stop, ça m'a vraiment touchée, ça m'a marqué, mais pourquoi j'ai pas tilté avant qu'il y avait ce genre de choses, je sais pas, c'est comme ça. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et je n'ai pas voulu fermer les yeux, parce qu'on peut se dire, après tout, on en a besoin, etc. Non, on n'a pas besoin de viande du tout. Et en plus, on les anémie pour que la viande soit blanche. C'est une espèce de snobisme, je sais pas, la viande de veau doit être blanche. Non, non, la viande de veau naturelle est rouge. Elle est blanche parce que les veaux sont anémiés. C'est exprès. C'est exprès. Donc voilà. Donc les produits laitiers, aujourd'hui, je me suis dit, non, c'est encore pas une bonne idée. Et quand on regarde sur le plan physique, alors on vous dit, oui, pour le calcium, produits laitiers. Eh bien non, on a une fuite calcique en fait qui est provoquée par les produits laitiers. Les pays qui consomment le plus de produits laitiers, c'est les pays où il y a le plus d'ostéoporose. Alors regardez aussi, il y a des études là-dessus, ne me croyez pas sur parole, vraiment regardez. Vous allez tomber des news, vous dites, ah oui, ok, plus je mange de produits laitiers, plus j'ai une fuite calcique. Il y a du calcium, il y a plus de calcium dans les brocolis que dans un yaourt, par exemple. Voilà, il y a plein de fruits et légumes qui ont du calcium. On n'a pas besoin de manger des produits laitiers. Et en plus, ça génère de l'acidose, de la souffrance animale, de la pollution. Quels sont les arguments en faveur de cette alimentation-là? Moi, j'en ai pas. Donc après, voilà, réfléchissez, voyez un peu comment ça vous parle. Renseignez-vous aussi, parce qu'il y a plein de choses. L'information est accessible aujourd'hui, donc tant mieux. Voilà pour les produits laitiers. Et l'impact que ça a, donc, je vous parle là au-delà de mon assiette. Parce que c'est bien gentil de dire, ah oui, c'est bon une entrecôte. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle souffrance a été générée pour mon petit plaisir gustatif. Moi, je n'ai pas envie de cautionner ça. Alors, on va venir voir les poissons maintenant. Alors, la dernière fois que j'ai fait une conférence comme ça, on m'a posé la question aussi, les poissons. Alors, malheureusement, aujourd'hui, les mers sont très polluées. Donc, vous avez des poissons qui, de toute façon, sont bourrés de mercure.
et sont bourrés de métaux lourds. Donc déjà, ce n'est pas une bonne idée de les manger. Sachez que si vous êtes enceinte, votre gynécologue, si c'est un bon gynécologue, il vous dira pas de saumon. Non. Et tel poisson, selon où ils sont pêchés, on ne les mange pas non plus. Alors vous vous dites, ok, si un gynécologue dit à une femme enceinte de ne pas manger tel et tel poisson, c'est bien que ça a un problème sur ma santé, sur la manière dont mon corps va pouvoir assimiler tout ça. Donc déjà, on a un problème de pollution. Et puis un énorme problème aussi qui existe aujourd'hui et qui est dramatique, c'est qu'on a pêché 90% des ressources des océans. Ça aussi, c'est des chiffres qui tournent, qui circulent. Regardez un petit peu, renseignez-vous. 90% des ressources des océans. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est plus de la pêche, c'est du pillage, je ne sais pas comment appeler ça. C'est la surpêche. Ah, complètement. Alors, sachez qu'un chalutier, quand il part du port, il est déjà en déficit. La pêche n'existe que parce qu'il y a des subventions. Les subventions européennes, un peu grasses, en fait, subventionnent tout ça parce qu'ils sont obligés déjà d'aller très loin. Ça coûte très cher, hein, le carburant pour les chalutiers. Ils sont obligés de s'éloigner beaucoup parce qu'il n'y a plus de poissons sur les côtes. Ils sont obligés d'aller loin pour racler le plus possible. Sachez aussi que quand dans votre assiette, vous avez 1 kilo de poisson, il y a 5 kilos qui ont été jetés. 5 kilos de dauphins, de tortues, de requins, des fois une baleine qui traînait par là, etc. Vous vous rendez compte? 1 kilo dans mon assiette, il y a 5 kilos qui ont été jetés. Alors, quand j'ai mon petit bout de poisson pour mon petit plaisir perso là dans mon assiette, alors non seulement je ne donne pas quelque chose de OK pour mon corps, mais en plus, waouh, quand on voit ce qu'il y a derrière, on peut peut-être réfléchir un peu à qu'est-ce que c'est cette attitude destructrice que j'ai juste pour me nourrir. Alors que, et là je vais enchaîner sur la structure fondamentale d'un être humain. Alors, là aussi, il y a des études scientifiques là-dessus. Regardez bien. Si je pars des dents, de la bouche, que je fais tout le circuit et que je vais jusqu'à l'anus, il n'y a rien en faveur d'une alimentation carnée. Rien. Alors, on était peut-être chasseurs-cueilleurs, mais ce n'est pas parce qu'on était chasseurs-cueilleurs que c'est une référence. Ils ont fait comme ça à l'époque. La vie était différente à l'époque. On n'avait pas les mêmes besoins. On n'avait pas les mêmes… Tout à fait. Tout à fait, mais ce n'est pas une référence pour moi. L'homme a changé. Aujourd'hui, vous regardez tout. La composition de la salive, les dents, la largeur des tuyaux, ce qu'il y a dans l'estomac, la longueur en fait des intestins. On a des intestins d'herbivores, on n'a pas des intestins de carnivores. Pas du tout. Bref. Et puis à l'origine, il y avait aussi la cueillette pour te rejoindre. Les hommes vivaient beaucoup de la cueillette. Il n'y a que nous, dans l'Occident, où on a oublié qu'à l'origine, l'homme ne mangeait pas que de la viande et mangeait principalement des insectes et aussi des végétaux. Faut pas l'oublier, hein. On mangeait beaucoup d'insectes. On l'a perdu, ça, mais même ici, on en mangeait. Tout à fait. C'est très riche en protéines. Je suis allée en Thaïlande, il y a des marchés. Il y a plein d'insectes. Alors, caramélisés, dorés, à la poêle, à tout ce que vous voulez, j'en ai goûté. Hein. Bon, c'est des goûts qu'on ne connaît pas, mais j'ai goûté pour voir. Mais c'est très, très riche en protéines. Et d'ailleurs, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, des croquettes pour chiens à base de vers de terre, qui sont extrêmement riches en protéines. Voilà, ça se lance aussi. Pourquoi pas. Mais voilà, l'être humain aujourd'hui, il peut être en parfaite santé en étant végétarien. La viande n'est pas nécessaire. Je ne tombe pas malade si je ne mange pas de viande. Au contraire, si je ne mange pas de viande, je suis en meilleure santé. Parce que les graisses, en fait, les graisses saturées qui sont dans l'alimentation carnée, en fait, elles ne sont pas bonnes du tout pour mon corps. Plus le stress animal, plus l'impact en amont sur l'environnement, etc. Voilà. Donc, la structure d'un être humain, elle est plutôt à tendance végétarienne. Et quand on fait l'expérience, et j'invite les gens à faire l'expérience, moi je ne veux pas vous convaincre, faites l'expérience, vivez-le. Allez, 10-15 jours, végé, hop, enlevez les laitages aussi parce que ça c'est pro-inflammatoire et vous regardez l'effet que ça fait. La forme que vous avez, essayez d'avoir un apport protéiné suffisant aussi, hein, bien sûr, d'essayer d'équilibrer tout ça et vous verrez l'effet que ça fait. Et franchement, il n'y a pas photo. Hein. Et même au niveau des sucres, enlevez les sucres rapides aussi. Voilà, tout ce que je vous ai dit, des sucres lents, des aliments complets, plus de fruits, plus de légumes, plus de crus. Voilà, si on prend tout ça, voilà, vous changez votre alimentation. Mais alors moi, mon métier, c'est la bioénergie aussi, c'est les soins thérapeutiques, etc. Et je vois la différence parce que j'accompagne les gens que je suis et aussi mes élèves, ceux qui apprennent à être thérapeute, je leur explique tout ça. Et quand ils commencent à changer, on voit les changements non seulement au niveau du corps, et on voit les changements dans le système énergétique, dans la finesse du champ d'information que vous dégagez.
parce que ça, c'est l'expression totale, en fait, de ce que vous portez à l'intérieur. Votre champ électromagnétique, bon, ça aussi, hein, ça se mesure, etc. Et la qualité d'un champ électromagnétique, ça se mesure aussi. Donc, vous voyez, on a dans cette alimentation, non seulement les effets que je peux avoir pour moi, mais aussi les effets, en fait, en amont de tout ce qui va se passer, en fait, pour que l'aliment, il arrive dans mon assiette. Donc, tout ça, je crois que c'est important. Et souvent, je pose cette question aux gens. Qu'est-ce que vous avez envie d'amener sur cette terre? Est-ce que vous voulez contribuer à cet échec écologique et à cette destruction massive que fait l'humain? Ou est-ce que vous voulez participer à ce challenge énorme que relève l'humanité aujourd'hui de pouvoir changer le monde et de vivre vraiment en lien avec la nature? Parce qu'on est fait comme ça, on est fait pour vivre avec la nature. Mais je Ça, te c'est une rejoins grande tout à question. fait, mais c'est pas évident. Je te Non. rejoins vraiment à 100%, mais le problème, c'est que c'est pas évident parce que là, on est obligé de se battre pour avoir une philosophie, comme tu le dis, contre la culture, contre le bon vivre. Donc, tu disais qu'il fallait limiter l'alcool, ben, c'est compliqué. De limiter, ben, pour beaucoup de personnes, une bonne entrecôte avec du bon fromage, avec déjà, il y a tout le temps le mot bon devant, avec un bon verre de vin rouge. Ben, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, tout de suite, ça me vient en tête quand tu dis tout ce que tu dis, et c'est tout à fait vrai, mais j'imagine déjà les défractaires. Ah, mais moi, si j'ai pas mon morceau de viande, ah ben moi, si j'ai pas mon verre de vin, ah ben moi, si j'ai pas mon fromage. Alors après, je pense que il faut aussi noter que il n'y a pas d'extrémisme ici. On dit pas qu'il faut pas manger Oui, du bien tout de sûr. viande, pas manger de fromage et arrêter de boire de l'alcool. Mais comme tu le dis si bien, si vous vous donnez la peine pendant 15 jours juste d'essayer de ne plus boire, de ne plus manger de viande, de manger, si possible, du cru, en ayant des apports par le biais de graines germées, en faisant attention de n'avoir aucune carence, eh ben, c'est sûr et certain, et je rejoins Ticia, en 15 jours, vous allez sentir, mais que du mieux. C'est, voilà. Donc, on ne dit pas non plus qu'il faut tout arrêter, mais par contre, il ne faut Non, pas négliger le fait que ça a un impact vraiment positif. Ça, c'est clair et net. tout à fait. Voilà. Et puis, tu Mm. as raison de le souligner parce que et là, on peut parler de ça aussi, hein. Tu me diras quand ce sera le moment des questions, mais euh, cette alimentation, elle est aussi en lien avec une notion de plaisir. Et on n'en a pas encore parlé parce que les goûts de la table, voilà, c'est convivial, on se rassemble autour de la table. Et puis, voilà, l'alimentation, on veut que ce soit bon. Les gens ont envie que ce soit bon. Alors, je comprends ça. Et bien sûr, moi, je dis pas aux gens, changez tout. Moi, je suis là pour amener des informations. Je suis là pour dire, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et amener de l'interpellation, amener de la réflexion. Si déjà il y a de la réflexion et de l'interpellation, pour moi, c'est bien. Après, chacun sa manière de vivre les choses, chacun sa manière de prendre conscience. Et là-dessus, on est tous différents. Mais il faut être lucide. Si vous faites tel choix de manger du sucre rapide, sachez que c'est pas bon, sachez que ça fait que ça et ça. Au moins, votre choix, il est éclairé. Vous savez. Voilà. Et quand on sait, ben, encore une fois, on met plus de sens avec le mental. Et cette notion de plaisir avec l'alimentation, elle est aussi en lien avec nos mémoires. Et donc, ça, c'est un sujet aussi qui est très intéressant parce que l'alimentation, elle est reliée à qui? À maman. La première qui nous a nourris à travers le cordon ombilical, c'est maman. Donc, dans votre inconscient, le lien déjà à la nourriture, au fait d'être nourri, c'est la mère. Et après, tous les rapports que vous allez avoir étant petit, avec justement l'alimentation qui symbolise maman, plus les relations avec maman. Et tout ça, ça va, comment dire, construire votre rapport à la nourriture, votre rapport à l'émotionnel que représente la nourriture. Quand je suis partie en Inde, j'avais fait aussi du travail là-dessus, sur l'alimentation, parce qu'ils nous disaient, quelle que soit votre manière de manger, c'est d'être libre. Si j'étais restée fidèle à la mémoire de mon papa, j'aurais continué à manger de la viande, parce que papa était boucher. Et il y avait quelque chose en moi qui voulait rester fidèle à papa. Mais après, une fois qu'on est défait de ce type de loyauté, en tout cas dans la famille, etc., ben, du coup, on peut être libre de sentir qu'est-ce qui est bon pour mon corps, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie. Et il y a toutes ces addictions alimentaires, ces compulsions. Ah, j'ai un problème émotionnel, ben, je vais manger n'importe quoi, ou je vais manger plus de sucre, les boulimies, les anorexies, etc. Tout ça, Voilà, ou c'est des l'inverse, tout problèmes. à fait. Voilà. Et tout ça, c'est des problèmes émotionnels qui se travaillent. Hein. Il faut s'en occuper. Il faut aller toujours à la racine. Ça aussi, ça fait partie de mon job. Il faut aller à la racine de la problématique. Il ne faut pas juste dire aux gens, bah, fais ci, fais ça. Non, ça ne marche jamais. Mais d'aller comprendre les mécanismes dans l'inconscient qu'il faut qu'aujourd'hui, j'ai tel comportement alimentaire.
quelles sont les mémoires en fait qui se sont engrammées dans mon histoire, dans les expériences que j'ai vécues et qui créent comme des schémas de comportement et qui font qu'aujourd'hui j'ai tel comportement alimentaire. Et ça, c'est super intéressant parce que on peut pas faire juste une hypnose à quelqu'un et rajouter une suggestion pour changer l'alimentation. Ça, c'est pas du travail. Mais d'aller à la cause et d'aller aider la personne à se défaire, en fait, des éléments qui ont modifié, en fait, qui ont déformé mon rapport à la nourriture pour aujourd'hui être libre de ce rapport-là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si, tout à Et fait, ça, si. voilà. Et là, de fait, on peut aller vraiment plus loin dans mon rapport à l'alimentation. Et plus je suis libre de ces mémoires reliées à l'alimentation, et plus ce sera facile de donner quelque chose qui soit aligné avec ce que moi je sens, avec mes valeurs et avec ma conscience. Regardez ceux qui ont connu la guerre. Ils ont ce manque qui est en eux, ces mémoires de manque. Donc, il est hors de question de ne pas finir l'assiette. Tu ne peux pas laisser dans l'assiette. Et Moi, puis, il y a mes la réserve à la grands-parents, maison. etc. Pardon? Et puis, il y a les réserves à la maison. Il y a les paquets de farine, les Oui, paquets de pâtes, les bouteilles d'huile. C'est ouais, sûr que complètement. Et puis, demain, ils vont te servir 2 fois. Et puis, si tu es ouais, maigre, moi, j'étais un peu maigre quand j'étais petite, c'était un calvaire. Tout t'es le monde voulait me malade. faire grossir. Ouais. Tout le T'es monde voulait me maigre, faire t'es grossir. malade. Pas du tout. J'étais super dynamique. Je mangeais Ouais. comme 10, mais bon, c'était comme ça. Mais voilà, il y a ce côté aussi euh, de pathologie par rapport à l'alimentation. Si tu manges pas, tu vas être malade. Mais au contraire. Et là, hop, je m'enchaînais sur le jeûne. Des fois, si je mange pas, c'est un signe de bonne santé aussi. Parce que le corps, Tout il à est fait. intelligent. Quand il est malade, il a besoin d'énergie pour gérer autre chose. C'est pas le moment de digérer. 30% d'énergie pour la digestion quand même. Donc, si tout le système immunitaire est dédié à s'occuper de l'élément pathogène, et si au contraire, il y a besoin d'évacuer les déchets, le corps va avoir besoin d'énergie. Donc, vous n'aurez pas faim. Naturellement, des C'est fois, d'ailleurs vous pour êtes ça, tout à malade. Oh non, fait. j'ai pas Quand envie t'es de malade, tu manger. manges pas. Tout à fait. Voilà. Il n'y a rien qui passe, mais tant mieux. Il ne faut pas se forcer à manger. Mais il y a des gens qui vont vous dire, oh non, il faut que tu manges pour guérir, prends des forces. Non, c'est pas une bonne idée. Parce Ça apporte que un bon quand vous sentiment, mais êtes en c'est jeûne, contre-productif. complètement. Et donc, le jeûne, et je vais peut-être terminer là-dessus aussi, si on pourrait encore parler de beaucoup de choses, le jeûne, c'est très intéressant. Et là aussi, il y a beaucoup d'études là-dessus. Il y a plein de façons de jeûner. Alors, on ne vous demande pas de jeûner forcément 10 jours, 15 jours, etc. J'ai fait des jeûnes longs, mais on peut faire des jeûnes très courts. Je vais vous parler du jeûne intermittent en premier. Le jeûne intermittent, c'est un jeûne qui se fait sur 24 heures. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas manger pendant 16 heures, et les 8 heures qui restent, vous mangez. Pendant le temps où vous ne mangez pas, l'organisme, il n'a pas à digérer. Donc, il a de l'énergie disponible, mais vous ne lui avez pas donné d'énergie sous forme d'aliments. Donc, il va aller la chercher dans le corps. Et puis, il va en profiter. Tout ce qui traîne et qui ne sert à rien, vous savez, quand vous vous ennuyez chez vous, peut-être, hein, vous êtes en vacances, tout ce qui traîne, qui ne sert à rien, on évacue. Donc, il va se mettre à nettoyer. Il va se mettre à évacuer les déchets parce qu'il a de l'énergie disponible. Et ça, c'est super intéressant pour une détox parce qu'il faut que le corps régulièrement il soit nettoyé. Ça, c'est très important parce que vous respirez de la pollution, vous mangez de la pollution, on vit dans des milieux extrêmement nocifs pour nous et le corps, il est plus capable en fait de gérer tout ça. Il faut vraiment l'aider. Donc, le jeûne intermittent, sur les 24 heures, c'est facile, 16 heures, vous vous débrouillez pour que ce soit pendant la nuit, comme ça au moins vous n'êtes pas embêté et vous pouvez faire ça régulièrement. Après, vous pouvez faire un jour de jeûne par semaine. Ça, c'est facile aussi. Bon, après, il faut voir hein, comment vous vous sentez avec le manque de nourriture, etc. Voilà, puis il y a de la vitalité qui vient aussi. Hein. Et puis après, il y a des jeûnes un petit peu plus longs. Ça se prépare, évidemment. Hein, si vous avez fait de la choucroute la veille avec de l'alcool, du fromage et tout le reste, les trucs super lourds à digérer, n'allez pas faire un jeûne le lendemain. Voilà, faites attention, préparez le corps et préparez le corps à la reprise alimentaire aussi. Et le jeûne, en termes de détox, c'est vraiment super intéressant. Et moi, je fais du jeûne intermittent en ce moment, donc voilà, c'est pas compliqué à mettre en œuvre. Et un jour de jeûne par semaine, 24 heures de jeûne. Voilà, je sens bien que ça fait vraiment du bien à mon corps. Et il y a une détox régulière qui se fait. Même si je mange bio, même si je fais attention à l'eau que je mange, l'eau que je bois qui est filtrée, etc., bah, je respire. Et l'air n'est pas sain partout, même si je vis à la campagne. Et puis, mes émotions, voilà, les émotions et les pensées génèrent de toute façon des toxines. Vous générez tout seul des toxines avec vos pensées et vos émotions. Donc déjà ça, c'est toujours intéressant de nettoyer. Après, en termes de détox, on a plein de choses, hein, comme l'argile, etc. Donc, je ne vais peut-être pas partir sur ce sujet-là aussi, bien que ce soit intéressant.
C'est peut-être le moment des questions, mais dis, je ne sais pas. Oui, Mais si, j'en ai quelques-unes. Mais juste pour rebondir sur le fait que tu vives à la campagne, j'avais vu une étude et le truc, c'est qu'ils avaient analysé les cheveux des enfants qui, justement, qui vivaient dans différentes écoles. Et le problème des écoles qui étaient à la campagne, c'est qu'il y avait une école qui était entourée de champs, et ben, les enfants étaient bourrés de pesticides. Donc, je ouais. dis pas que en ville, c'est mieux, c'est pas la même pollution, mais malheureusement, à la campagne, si t'es pas entouré de champs qui sont bio, ben, la pollution, t'en as tout autant, quoi. Donc, des fois, campagne n'est pas synonyme non plus d'aucune attaque Ouais. en tout genre, quoi. Mais tu sais, je vois la différence parce que pendant pas mal d'années, donc je travaillais plutôt en province. Et puis après, je me suis mise à aller travailler à Paris. Donc tous les mois, j'allais à Paris une semaine, 10 jours à peu près. Et je sentais la différence. Parce que ne serait-ce que respirer, tu vois, Ah, ben l'air là, est c'est pas la vraiment même pas pollution du tout. Là, voilà. c'est pas du tout pareil. Je Oui, oui. sentais la différence dans mon corps, tu vois, et je sentais que j'avais besoin de faire plus de détox. Bon, là, depuis le confinement, j'ai changé un peu ma manière de travailler, donc je vais moins à Paris. Et du coup, je sens aussi la différence. Et je sens dans les milieux que je côtoie, etc. Et ma voisine, donc je vous disais que mon voisin était décédé d'un cancer, etc. Et depuis, elle ne met plus de produits chimiques dans ses champs. Donc je suis entourée de champs hein, chez moi. Donc elle ne met plus de produits chimiques dans ses champs. Ce qui fait Mais ça que, change tout, bon, hein. Ah ouais. voilà, ça fait pas mal d'années. Et j'ai un autre voisin qui est plus loin, parce que c'est vraiment campagne ici. Lui, il a 100 hectares, quelque chose comme ça. Et en Ah, quand fait, il même. mange pas ce qu'il produit. Lui me l'a dit, hein. Il m'a dit, mais tu sais, moi, je mange pas ce que je produis, hein. Je le vends, mais je le mange pas. Moi, j'ai mon potager bio à la maison. J'ai dit, ah, C'est d'accord. pas Ouais. fou l'aveugle. Donc, il me dit, quand je vois ce que je mets, ce que je suis obligée de mettre, Hmm. parce qu'avec les graines qu'ils vous vendent, ils vous vendent les produits chimiques qui vont avec, pour que la graine pousse mieux. C'est ça. Ouais. Donc, vous êtes un peu obligé d'acheter les produits qui vont avec la graine, les produits phytosanitaires. Donc, il me dit, quand je vois ce que je mets, il me dit, moi, je ne mange pas ce que je produis. Et s'ils le font Un pas, ils se voisin font qui. taper dessus par l'Europe ou par ceux qui Ouais, donnent ouais. les, euh, les agréments et ils sont obligés. C'est comme un champ entre guillemets bon pour suivre la culture qui est dite bonne mais intensive. Il faut qu'il n'y ait aucune mauvaise herbe. Et pour qu'il y ait aucune mauvaise herbe, eh ben, il faut qu'ils mettent des pesticides. Sinon, ils n'ont pas l'agrément et ils sont pas autorisés à vendre leurs produits. C'est une aberration, quoi. Et puis, Ouais, pour revenir complètement. aussi tout à l'heure, ce que tu disais sur les cultures, une des choses qui nous tue aussi, c'est le fait d'avoir des monocultures. Comme tu disais, 70%, il y a beaucoup de monocultures. Et il y a aussi, encore une fois, des idées reçues et qui sont fausses. À un moment donné, ils nous font croire que pour nourrir la planète, il faut avoir de la culture intensive et que si on met pas tous ces pesticides, tous ces engrais chimiques, on pourrait pas nourrir la planète. C'est complètement faux. Une agriculture raisonnée où on mélange différentes espèces qui s'auto-suffisent, enfin qui se complètent, on peut facilement être très très rentable. J'ai vu plein de reportages et de de Ouais, cultures justement qui sont raisonnées, qui sont mais top, où justement il y a un mélange de deux ou trois sortes différentes, de trois espèces différentes, et il y a un rendement par rapport à la culture intensive inférieur de, je sais pas, 15 à 20%, et pour une qualité de produit exceptionnelle, ouais, une durabilité, une conservation des sols qui est énorme. Tu ne tues pas les vers de terre qui sont là pour nourrir, ouais, réoxygéner, enfin, redynamiser la terre. Tu n'es pas, parce que ils sont en fait, ce qui est fou, c'est que à notre époque, les grands industriels qui dirigent, on va dire, enfin, l'agriculture, ils sont en train de tuer la terre. Et ils tuent la terre et ils te vendent derrière les produits qui renourrissent la terre, qui renourrissent la terre, mais c'est que du chimique, donc c'est du pipeau. Donc il y a plein de terres, ils sont obligés de sur alimenter en engrais, mais ils arrivent même plus à avoir le bon rendement. C'est pour ça que à ce jour, nous faire ouais. croire qu'il faut de l'engrais chimique pour être plus rentable, c'est faux. Non, C'est pas du carrément tout. faux. Tu Sur sais, le moyen long terme, c'est faux. ah, complètement. Tu sais, bon, dans mon potager, je fais mon compost maison aussi, j'ai des toilettes sèches, compost, toilettes sèches aussi, parce que je suis végétarienne et je mange bio, donc c'est possible. J'ai pris ma salade en photo. Alors, je pense que ça rentre pas dans l'écran. Vous voyez là la grosseur à peu près? Ouais, Voilà. ouais. Là, c'est ma dernière salade que j'ai ramassée. Elle est énorme. Et la dernière fois que j'ai planté des betteraves, la plus petite, hein, la plus petite betterave faisait 2,5 kg. La plus Hmm. grosse, 3,5 kg. Quand tu vois les betteraves que tu achètes au supermarché, qui sont comme ça, on va dire, à peu près, voilà, 3,5 kg, ma betterave. Parce que le sol, il est riche et le sol, il est vivant.
Moi, mes petits vers de tout à terre, fait. je les adore. En plus, Ah, je mais fais du pareil, chant, donc dès que j'en je vois, leur ouais, chante je des suis chansons content. aussi. Mm. J'adore mon potager. Et la terre, elle est belle. Je la retourne pas, parce que ça, c'est une hérésie aussi. Bon, on bifurque un peu là-dessus. Mais dans un sol, si vous étudiez les sols, il y a différentes couches, c'est très structuré. Si vous prenez le sol et vous faites comme ça, vous créez un tsunami, vous créez un cataclysme colossal. Et le temps que le sol retrouve son équilibre, en fait, ça dépense beaucoup d'énergie, ça tue certaines choses, etc. Le sol, c'est juste à enrichir au fur et à mesure. Vous grattez un peu dessus si vous voulez, juste à enrichir. Les vers de terre font le travail de toute façon d'aération, comme tu disais, de fertilisation aussi. Et vous pouvez avoir une terre qui est super. Et moi, c'est argileux chez moi au départ. Hein. Donc l'argile, vous plantez rien. Mm. L'été, vous avez les crevasses. Donc, j'ai fait des bacs et j'ai créé cette terre-là. Avec, j'ai des chevaux, donc du coup, je mets l'engrais des chevaux aussi, qui ont 0 produit chimique. Ils ne sont pas vaccinés, mes chevaux. Je les vermifuge naturels aussi, etc. Et ils vont très bien. J'ai mon poney qui a 36 ans, voilà, qui est un vieillard aujourd'hui, mais il va très bien. Voilà, donc il y a des solutions. Alors, encore une petite parenthèse. On me dit souvent, oui, mais Laetitia, l'alimentation bio, c'est cher. Alors, c'est vrai que quand on regarde les prix, ils exagèrent un peu, mais si on était habitué au prix de l'alimentation biologique, on trouverait bizarre les prix un peu bas. Vous avez de l'alimentation qui vaut rien. Je dis, mais comment ils arrivent à tirer les prix comme ça? Mais ça parce que c'est des saletés qui sont dedans. Et après, moi, je réponds aux gens une chose. Je dis, voilà, moi, mon budget alimentation, c'est mon budget principal. Moi, c'est pas mon budget vacances. C'est pas mon budget téléphone. C'est pas mon budget sono, machin, loisir. Moi, mon budget principal, c'est l'alimentation. Après, j'ai pas changé de téléphone depuis une éternité. Je suis pas une consommatrice. Moi, je n'achète pas des trucs toutes les 5 minutes. Je consomme rien. Les fringues, c'est pareil, etc. Mais pour moi, c'est tellement essentiel que Mm. voilà, il n'y a pas de soda chez moi, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a pas. Et puis comme je suis pas carnivore, la viande, ça coûte cher aussi. Hein. Donc, du Mm. coup, je retombe sur mes pattes. Mais moi, c'est mon budget principal, c'est mon choix. C'est mon Mm. choix. Voilà. Après, donc du coup, pour moi, c'est possible aussi de manger sain. Après, vous avez des paysans aussi. On a des choses ici dans le Gard où il y a où l'alimentation bio, dans les marchés, on trouve du bio qui est vraiment moins cher que dans les supermarchés. On peut arriver à se débrouiller. Et puis le bio du supermarché, excuse-moi, mais c'est du bio sans critiquer, mais qui peut venir d'Espagne ou qui peut venir de d'autres pays, qui sont des bio industriels et qui n'obéissent pas du tout à ce que toi et moi on pourrait qualifier de bio. C'est du faux bio parce qu'ils surfent juste sur un effet de mode qui fait que parce que un bio à ce jour qu'on trouve à grande échelle en grande surface, c'est du faux bio. Enfin du faux bio. Mm. C'est pas du vrai bio comme on peut l'entendre parce que c'est pas c'est contradictoire. C'est du bio intensif qui n'ont c'est souvent c'est pas du tout les mêmes normes. Hein. C'est Oui, du alors faux que bio parce que maintenant en plus les voilà, lobbies sont tellement puissants en France qu'ils ont réussi à faire en sorte que j'avais vu ça pour les œufs que c'est bio, ils ont l'étiquette bio, mais ils ont le droit à certains processus, enfin à un moment du processus de tac de mettre quand même des vaccins, ils ont le droit de mettre des hormones, ils ont des machins. Ça reste bio, mais ouais. les industriels sont tellement puissants qu'ils ont réussi à garder l'étiquette bio parce que c'est vendeur, c'est une niche, ça rapporte de l'argent, mais c'est pas du vrai bio, voilà. Et au Ouais. même titre que certains Le, produits bio, ils ont le droit de mettre une quantité de pesticides. Du oui, moment parce que qu'ils le cahier dépassent des pas une charges a date, changé. Le voilà. cahier des charges pour obtenir le label bio n'est plus le même qu'il y a 10 ans. Donc, Mais c'est très juste ce que et tu dis parce qu'ils j'ai envie de dire à autorisent. cause de qui? C'est pas grâce là, c'est à cause. C'est à cause justement de ceux qui veulent faire en sorte que ça soit bio, mais pas bio. Parce qu'ils ont l'étiquette bio, ils le vendent en tant que bio, c'est plus facile à produire, ils ont beaucoup moins de contraintes, mais ils jackpot, il y a marqué bio dessus. Mais ce qui est Donc important malheureusement, aujourd'hui, c'est de trouver aussi, bon, dans certains départements, bah, il y a des paysans encore qui aiment leur terre, qui font les choses bien, etc., et qui sont pas à grande échelle. Donc voilà, essayer de trouver des producteurs comme ça, essayer de trouver, c'est ce on que a je ça voulais te ici dans dire, le Gard. essayer de manger local. Voilà. Voilà, on arrive à se débrouiller. Alors, euh, local, par exemple, mon voisin qui a 100 hectares, c'est local, mais c'est archi pas bio. Donc, local, c'est bien, mais il faut que ce soit bio. Pour moi, Non, non, les mais deux, tout à hein, fait. c'est Oui, important. oui, bien sûr. Dans la mesure du possible. Voilà, tout à Oui. fait. Alors, est-ce que nous avons des questions peut-être? Alors là, j'en ai une question de Peggy. Donc une question pour Ticia, bien évidemment. Pourquoi dit-on que les plus gros animaux sur Terre sont végétariens, comme l'éléphant, le gorille, et que les plus intelligents sont carnivores?
parce que le cerveau de l'homme fait un bond évolutif, a priori, quand il s'est mis à manger de la viande. Alors, Qu'est-ce que tu en penses? c'est pas tout à fait juste. Le bond évolutif en fait de l'homme, là c'est discutable. Là on pourrait vraiment, là c'est encore un autre débat. Il y a eu une modification justement au niveau du génome de l'homme dans l'histoire de l'humanité, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu justement le néocortex qui est apparu, etc. 3,5 millions d'années à peu près, où on a eu des modifications ici. Mais moi je le relie pas au fait qu'il soit devenu carnivore, pas du tout. Parce que quand on regarde au niveau cognitif, d'être carnivore, alors je vais le dire en accéléré, en raccourci, être carnivore, ça ne rend pas plus intelligent, au contraire. On a beaucoup plus de bénéfices à être végétarien au niveau cognitif. Et là, il y a des tests là-dessus et il y a eu des recherches là-dessus. Regardez, c'est vraiment très intéressant. Donc, être carnivore ne rend pas plus intelligent, alors pas du tout. Par contre, il y a eu des modifications des séquences du génome humain à un certain moment, et c'est à partir de là que la bascule, en fait, de l'évolution humaine a commencé. Mais bon, là, ça se discute parce qu'au niveau de l'évolution de l'homme, il y a un maillon manquant, justement, c'est là. Ils ne savent pas comment ça s'est passé. Donc là, il y a plein de suppositions. Ouais, c'est vrai qu'à ce sujet-là, il y a d'autres théories. Il y a différentes choses. Ça peut être ouais, il y a plein de choses. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, bien évidemment, parce que là, je remonte. En fait, ils discutent beaucoup dans le chat, ils sont très intéressés. Ça débat beaucoup, ça parle beaucoup. Et, Alors, le temps que tu trouves une autre question, je vais parler d'autre oui, chose. Je te laisse je trouver t'en une autre prie. question. Oui, Sur la maturité, on n'en a pas parlé encore, la maturité des fruits et des légumes. Je vous explique où est le problème. La nature est bien faite. C'est-à-dire que quand un légume ou quand un fruit est à maturité, c'est le moment où il est le plus gorgé d'éléments nutritionnels. Alors c'est chouette, c'est logique du coup, puisque au moment où il est mûr, c'est là où il va me nourrir le plus. Parce que là, c'est là où il est le plus riche en nutriments. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, toujours pour des questions de rentabilité, on cueille avant maturité parce que le temps du transport, etc., il arrive dans le magasin, c'est presque mûr, et donc du coup, et ça permet une conservation plus longue aussi dans les frigos, etc. Le problème, c'est que ce que vous allez acheter n'a pas été cueilli à maturité, donc n'a pas eu le temps de se gorger en fait de tous les éléments nutritifs de l'espèce en question, de la variété de fruits et de légumes que vous avez. Et donc, vous allez manger, tu en as parlé tout à l'heure, Mehdi, vous allez manger des choses qui sont beaucoup moins nourrissantes qu'avant. Donc, sur on prend l'exemple de la pomme, là, je ne sais plus le chiffre, combien c'était, c'est-à-dire que une pomme, il y a 50 ans, en fait, il faudrait 100 pommes aujourd'hui ou 80 pommes c'est aujourd'hui ça, pour avoir c'est ça. le même bénéfice nutritionnel. Vous mangez du vent, vous mangez du vide, vous mangez quelque chose qui ne nourrit plus le corps. Pourquoi les gens tombent tant malades aussi? Ils sont tous carencés. Moi, j'ai un oligoscan à la maison. On permet de faire des scans, en fait. C'est un appareil russe où on regarde au niveau tissulaire les carences en oligo-éléments et en sels minéraux. J'ai fait 140 bilans, tout le monde est carencé. Alors, des carences différentes, évidemment. Donc, aujourd'hui, l'alimentation, c'est aussi de saison. Parce que si ce n'est pas de saison, ça veut dire que ça vient d'ailleurs ou ça veut dire que ça a été forcé. Donc, ce n'est pas OK. Et à maturité. C'est pour ça que le fruit et le légume, il ne doit pas avoir voyagé. Donc, plus vous consommez proche et plus forcément ce sera à maturité. Donc, ça, c'est important aussi. Et au niveau goût aussi. Alors là, je parle de plaisir. Quelque chose qui a été cueilli à maturité. Bon, j'ai été à l'étranger aussi et dans des pays tropicaux. C'est sûr que l'ananas qui a voyagé, qui est arrivé en France, qui est à peine mûr quand il arrive, quand vous le mangez et qu'il est vraiment mûr sur place, ça n'a rien à voir au niveau goût, les bananes, etc. Les Bien sûr. mangues, waouh, c'est un autre monde. C'est pas du tout les mêmes fruits. Donc, vous voyez aussi au niveau simplement du plaisir aussi, moi j'ai mon potager, les carottes de mon potager, ma fille me faisait la remarque une fois, elle les mange comme ça, sans sauce, Mm. sans rien, tellement elles ont du goût. Elles sont bonnes parce que la terre est très riche. La terre dans laquelle elle pousse est très riche. Donc, c'est ça qui donne le goût aussi et qui donne la richesse nutritionnelle d'un aliment. Si le sol est pauvre et qu'on a juste mis de l'engrais pour que ça pousse, ok, vous avez une forme d'un légume, mais il est vide, il est creux puisque la Mm. terre est morte. Et encore pire si c'est que du pesticide et que des engrais chimiques. C'est encore pire. Ouais. Alors, j'ai une question pour de Laurie. En fait, tu sais, par rapport à l'eau, comme tu disais tout à l'heure, parce que comme elle nous le rappelle, au robinet, c'est compliqué, en bouteille, c'est compliqué, en plastique. Donc, est-ce que tu pourrais un petit peu donner des détails sur comment boire de l'eau, justement? Toi, ton procédé Alors, que tu fais, ouais, ou parce quels que sont les c'est. procédés possibles Alors, pour les boire de procédés l'eau? possibles. Vous avez les filtrations qui sont les osmoseurs inverses. Les osmoseurs inverses, on en trouve beaucoup. Alors, attention,
Attention au prix, parce que n'allez pas payer un osmoseur inverse 1 200 € ou 1 500. Alors ça, moi, je ne suis pas d'accord avec cette espèce de vague New Age, bio, écolo, zen, etc., qui vous font payer des choses hors de prix. Un osmoseur inverse qui filtre très très bien, il y en a pour 250 ou 300 €, pas plus. C'est ce que ça coûte pour les poissons, hein. Donc il n'y a pas de raison que ça coûte plus cher. C'est les mêmes bobines, c'est la même résistivité, on appelle ça comme ça, de l'eau à la fin, et vous avez les mêmes particules par million à la fin. C'est ça qu'on veut. Donc il n'y a pas besoin d'un truc à 1 500 €. Attention, dans les salons, ils en profitent un petit peu trop parfois. Bien Donc sûr. les osmoseurs inverses, il y a des inconvénients. Moi, j'avais ça il y a quelques temps. Donc, il y a des bobines qui filtrent, etc. Ça filtre très bien. Au niveau du résultat de la filtration, c'est très bien. Or, vous avez un moteur. Donc là, vous êtes obligé d'être branché au secteur. Et puis, vous avez un réservoir, vous n'avez pas de réservoir. Moi, je n'étais pas favorable au réservoir parce que je ne voulais pas de l'eau stagnante. Moi, je voulais de l'eau qui soit filtrée en permanence. L'inconvénient des osmoseurs inverses, c'est que après, il faut rincer les filtres. Donc, l'osmoseur va utiliser de l'eau et la rejeter. En fait, il faut pouvoir rincer les filtres. Vous allez gaspiller de l'eau. Souvent, très souvent, c'est 4 litres de gaspillé pour fabriquer 1 litre. Il y a quelques osmoseurs qui existent. Ils gaspillent 1 litre pour 1 litre. Donc, moi, c'est ce que j'avais pris à l'époque parce que je ne trouvais rien d'autre d'intéressant. Aujourd'hui, vous avez un filtre. Est-ce que je peux dire la marque? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est Oui, OK, oui. ça marche ou pas? Ouais. Oh. Bon, allez. Les filtres Oui, tu Berkey. peux. Alors, Enfin, t'as bon, aucune trop action tard, je l'ai chez dit. eux. Ouais, mais t'as Non, aucune action chez non, eux. non, Moi non, non plus. vraiment Voilà. rien du Donc, tout. Je les et trouve on va bien. rien recevoir, hein, je tiens à rassurer tout le monde. On n'est pas sponsorisé. Comme le sucre C'est de juste pour coco, j'ai vous. aucune Voilà. option pour le Voilà. sucre de coco. Non. Voilà, Voilà. donc Moi les non filtres plus. Berkey, Berkey, allez regarder. Alors, il y a plusieurs avantages. D'abord, c'est de l'inox, il n'y a pas de plastique. Chouette, à part le Mhm. robinet, c'est tout. Pas besoin de brancher sur l'électricité. Mhm. Et puis, les filtres, vous les changez tous les 6 ans. C'est À quand même 6 plus ans, ouais. intéressant. Un osmoseur inverse, voilà, ça tourne beaucoup plus vite. Donc, vous avez des consommables sur un osmoseur inverse qui sont, il y a un coût, hein, forcément. Mhm. Et le filtre Berkey, moi, je le trouve vraiment très bien. Je suis très contente. Et je trouve que c'est une très bonne solution parce qu'il ne gaspille pas. Il n'y a pas de gaspillage d'eau. Il n'y a pas d'utilisation de l'électricité. Vous déménagez, vous l'emmenez avec vous, partez en vacances, vous l'emmenez avec vous, hop, c'est transportable, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je trouve Et que le c'est une très prix? bonne solution. Le Pardon? prix? Le prix? Alors, moi, j'ai acheté un gros, il filtre, la contenance, c'est 12 litres et quelques, donc c'est un gros. Il m'a coûté 300 et quelques. Et il y a une durée de vie de 6 ans. Les bobines qui sont dedans, après, tu changes les Ouais, bobines, mais le oui. filtre, Oui, non, mais tu as dit que tu avais une durée de vie de 6 ans ouais, pour sur les le. bobines qui sont à l'intérieur qui filtrent. Après, D'accord. tu peux Voilà. rajouter une bobine sur le fluor qui a une durée de vie plus courte, mais grosso modo, au niveau consommable, c'est beaucoup plus intéressant qu'un osmoseur inverse. D'accord. Et il est tout Ouais, c'est bien. inox, et il est transportable. Parce que l'osmoseur Il n'est inverse, pas le problème, fixé. c'est qu'il faut bidouiller il faut s'y connaître en plomberie, il faut bidouiller la plomberie pour mettre un osmoseur inverse sur ta plomberie à D'accord. toi. Alors que là, c'est un Alors que réservoir là, qui est à côté. c'est toi qui remplis D'accord. ta cuve inox et ça filtre Ouais, par gravité. d'accord. Non, ils sont très bien. Moi, j'aime Et c'est beaucoup, long? c'est ce que je conseillerais. Pardon? C'est en instantané. Le filtre, enfin le fait de filtrer, c'est en instantané ou quand tu mets 1 litre, il faut attendre 1 heure pour avoir 1 litre Non, il filtré? faut attendre un peu. Donc, du coup, en fait, il est en deux parties. Là, c'est eau. Donc, il y a une partie qui est réservoir, une partie où je mets l'eau. Et en fait, il y a les Mhm. bobines qui sont à ce niveau-là, entre les deux. Bien Donc, je sûr. mets l'eau au-dessus. Mhm. Et après, il y a le goutte à goutte et ça filtre. Donc, en fait, j'essaie toujours de regarder pour avoir toujours de l'eau. Comme c'est de Bien sûr, bien l'inox, sûr. il n'y a pas de problème de particules de quoi que ce soit. D'échange. Donc, voilà. Et ouais, il y a pas d'échange. Donc, tu as une eau où il y a pas de choses comme ça. Ouais, d'accord. Bah, tu vois, j'irai voir ça pour le coup. Ouais. Regardez, voilà, c'est intéressant. Regardez un petit peu tout, hein. Il y a d'autres choses qui existent. Et puis voilà, si vous voulez dynamiser votre eau, vous mettez sur une fleur de vie, etc. Il n'y a pas besoin de payer non plus des choses très chères, parce que dans les salons bio, on voit des choses extrêmement chères pour dynamiser l'eau. Vous C'est du donnez de business aussi, hein, l'information. le bio, hein. Bah oui, mais C'est vous du pouvez business, faire hein. plein de choses vous-même, hein. Plein de choses vous-même. Ah oui, ça c'est sûr. Alors j'ai une question de Ad Sensible, enfin dit Alex. Je vais Ouais. transformer un petit peu sa question parce qu'il dit pourquoi les véganes sont carencés. J'ai envie de dire comment les véganes compensent-ils leur carence ou comment font-ils pour ne pas avoir de carence justement? Alors, euh,
Alors moi, je suis végé, mais j'ai une grosse tendance végane. Je ne suis pas végane 100%, mais quasiment. Et en fait, moi, j'ai pas de carence du tout. Donc, mon dernier bilan sanguin, il est vraiment très, très bien. Sachez que, alors, la seule carence, donc à condition, voilà, si on a une alimentation bien équilibrée, si on est végane et que l'alimentation est bien équilibrée, je vais y revenir. La seule carence qui pourrait peut-être être là, c'est la carence en B12. Parce que la B12, il est dit qu'on la trouve que dans la viande. Mais j'ai fait mes recherches aussi, parce que moi, je ne suis pas carencée en B12, donc forcément, je dois bien la trouver quelque part, parce que je ne mange pas de viande du tout. Et en fait, il y a certains légumes qui en ont dans des quantités voilà, qui ne sont pas très énormes, mais c'est suffisant. En tout cas, mon corps, lui, trouve son compte et je me débrouille avec ça. Pour tout le reste, j'ai zéro carence parce que en macronutriments, donc protéines, lipides, glucides, dans l'alimentation végane, il y a tout. Et en micronutriments, donc oligo-éléments, sels minéraux, etc., c'est plus riche que l'alimentation carnée. Donc, je vois pas comment on peut se carencer en étant vegan. Ou alors on fait n'importe quoi et les gens savent pas. Voilà, il y a tout en fait dans l'alimentation végane. On a les protéines, on a les glucides, les lipides et en termes de micronutriments, il y a tout aussi. Et en plus, si en plus on a une alimentation un petit peu plus vivante, c'est beaucoup plus intéressant parce que il y a des repas des fois que les gens font du début à la fin, tout est cuit, tout est mort en fait. La soupe, le plat de résistance, le dessert, tout est mort. Donc vous n'amenez pas de vie dans ce corps-là. C'est un corps qui est vivant. Ça veut dire que ça va lui demander un effort encore plus important de transformer ce qui est mort en quelque chose d'un petit peu intéressant pour son champ vital. Donc voilà, c'est pas simple non plus. Mais voilà, c'est un postulat pour moi qui n'existe pas qu'un vegan est carencé. C'est parce qu'il mange mal. Il a fait une bêtise quelque part. Il y a des choses qui vont pas. Moi, vous savez, je suis très sportive. Je fais du crossfit. Pour ceux qui connaissent le crossfit, je suis coach en crossfit aussi. Voilà. Donc, je m'entraîne. Tu as vraiment toutes les énormément. casquettes. Hein. Je fais beaucoup de choses. Et ma partenaire d'entraînement, elle est triple championne d'Europe, sélectionnée plusieurs fois en championnat du monde, elle est végétarienne. Donc, elle est végétarienne. Sachez qu'aujourd'hui, l'homme le plus fort du monde est vegan. Alors, je connais la réponse. Oui, mais il se pique. Ah, bon, ok. À picouse égale, on va dire comme ça, picouse égale, lui le plus fort. Voilà. Parce que c'est sûr qu'à un certain niveau, même chez les crossfitters, à un certain niveau, il ne faut pas rêver, ils y viennent tous, sinon ils ne sont pas compétitifs. Bon, bref. Et cet homme-là, il s'appelle Patrick Baboumian. Vous pouvez regarder. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'adore. Il n'est pas grand, il fait 1m71. Vous voyez. Donc, il n'y a pas besoin d'être un géant pour être l'homme le plus fort du monde. Donc, il est dans la catégorie strongman. Je ne sais pas si vous connaissez ce sport-là. Donc, c'est vraiment des trucs, c'est impressionnant. Donc, 1m71, je crois qu'il fait 130 kilos, un truc comme ça, mais c'est que du muscle. Et en fait, cet homme, il était végétarien au départ. Et puis, il est passé vegan. Et quand il est passé vegan, il a eu un petit doute quand même. Il s'est dit, bon, peut-être mes performances, enfin, il n'était pas sûr. Il a enquillé 3 records du monde après être passé vegan. Et il dit une chose que j'adore cette phrase, et je la ressors tout le temps à mes stagiaires. Il dit, ma force n'a pas besoin de victime. Ça me touche à chaque fois que je dis cette phrase, parce que voilà, c'est ma sensibilité aussi. C'est pas juste manger, il y a des êtres vivants aussi qui sont derrière. Et quand on regarde, moi j'aime beaucoup les animaux, j'ai un cochon, j'ai des chevaux, j'ai des chiens. Et quand on regarde un animal dans les yeux, il y a la même vie qui est dans mon corps, qui est dans la sienne aussi. Pourquoi je prendrais sa vie pour nourrir mon corps qui, lui, peut être en pleine forme et en pleine santé avec des fruits et des légumes et des glucides et des lipides qui sont d'origine végétale. Les protéines végétales sont beaucoup plus facilement assimilables que les protéines animales, par exemple. Et autre chose que je n'ai pas dit, ça c'est un peu, c'est pas que c'est rigolo, mais bon, les gens n'en parlent pas trop. Ça c'est pour les hommes. Ils ont fait des expériences aussi, il y a eu des études là-dessus, sur la qualité de l'érection d'un carnivore et d'un végétarien. Et bien là aussi, il y a du bénéfice à être végétarien. Donc, ils ont mesuré en fait la durée, la qualité, l'intensité, etc. Il n'y a pas photo sur les courbes. Je dis, waouh, ça va peut-être en convaincre plus d'un, on ne sait jamais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, bon, vous savez que l'érection, c'est parce qu'il y a un afflux de sang. Et en fait, l'endothélium veineux, donc l'endothélium, c'est les parois. Et en fait, le sang circule à travers ces parois. En fait, il perd de l'élasticité. C'est comme s'il devenait un peu raide. Donc, il y a moins de sang qui peut arriver. Et en fait, c'est pareil pour la récupération musculaire des sportifs. Un végétarien récupère beaucoup mieux qu'un carnivore. Là aussi, il y a des études à l'appui. Parce que l'endothélium des vaisseaux, plutôt que d'être souple comme ça,
Le carnivore, il va avoir quelque chose d'un petit peu, qui va pas s'adapter. Il va avoir des difficultés. D'où une récupération moins facile, d'où aussi au niveau des érections. Mais c'était intéressant qu'ils aient fait cette étude-là, parce que je trouvais ça chouette aussi. J'y tiens un petit clin d'œil aussi pour ces messieurs. Voilà, ils n'ont pas fait d'études sur la sexualité des femmes végétariennes ou carnivores. Peut-être ça viendra. Voilà, c'est une petite parenthèse aussi supplémentaire. Alors, pour certains Est-ce qu'il y a d'autres messieurs questions? qui ont des problèmes, hein, eh ben, arrêtez de manger de Essayez, la on ne sait viande et jamais. mangez. Voilà, Essayez. vous avez une bonne excuse. Vous me Qu'est-ce direz, que tu oui. penses de l'eau distillée de J-Pouil? Alors, l'eau distillée, donc les processus d'eau distillée, c'est de l'eau où il n'y a strictement plus rien, zéro. Donc, c'est de l'eau, point, Mais, H2O, il n'y a rien, mais faut aucun pas l'avoir élément. celle-là pour moi. Non. Alors, parce qu'elle est irritante pour le tissu conjonctif, parce que justement, il n'y a plus rien dedans. Donc, les phénomènes Mm. d'osmose ne peuvent pas se faire. Donc, vous pouvez distiller l'eau, donc elle est pure, archi pure, mais rajouter quelque chose dedans. Rajouter une pierre qui va la minéraliser, rajouter un petit quelque chose pour pas qu'elle vienne agresser votre corps. Et Mais puis de au moins, mémoire, vous avez l'eau. facilement, il y a Pardon? facilement des bactéries et de mémoire, l'eau distillée est beaucoup plus propice au développement de bactéries. Alors, c'est possible aussi parce qu'il y a un phénomène, ceux qui la chauffent, etc., pour la distiller, bien sûr, mais ça dépend comment c'est fait aussi. Mais normalement, voilà, en termes chimiques, il y a zéro élément dedans, H2O, point. Donc, c'est une eau qui est pure chimiquement. Il y a des puristes qui aiment prendre de l'eau distillée, mais je vous conseillerais de rajouter un petit quelque chose, un chouïa d'argile, un chouïa de quelque chose pour qu'elle soit un petit peu reminéralisée parce que, encore une fois, elle est irritante pour les tissus conjonctifs et donc il va y avoir votre corps, il est fait d'ions. Il y a du sodium, du potassium, il y a des tas d'ions. Et en fait, quand une eau arrive et qu'il n'y a rien dedans, il y a des phénomènes d'osmose qui se créent pour essayer de trouver un équilibre avec ça. Donc voilà, ça peut créer des petites perturbations. Alors, je vais te poser une petite dernière question. Au niveau des besoins de protéines par jour, le corps humain a besoin de quoi? De 50, de 100 grammes? Alors, ça dépend du poids de la personne et ça dépend de son activité. Donc, ça peut varier. Un sportif, par exemple, moi je fais du crossfit, donc c'est un sport assez intense. Moi, j'ai besoin de 1,5 g de protéines par kilo de poids et par jour. Je fais 50 kilos, donc vous multipliez, etc. Donc, ça va dépendre de la taille de la personne. Quelqu'un qui fait 100 kilos, forcément, il n'a pas les mêmes besoins que moi. Quelqu'un de sédentaire, on va baisser les apports protéinés. Parce que la protéine ne se stocke pas. Vous stockez des glucides, vous stockez des lipides, mais la protéine ne se stocke pas. Vous avez 24 heures de réserve de protéines. C'est tout. Donc ça, il faut en manger tous les jours. Si vous n'en mangez pas tous les jours, votre corps, pour chercher des acides aminés, il va piocher dans les muscles. C'est pour ça qu'on a une fonte musculaire très rapide dès qu'on ne mange pas de protéines. Parce que prioritaire, diaphragme et cœur. Donc, en termes d'acides aminés, les deux organes prioritaires, c'est le cœur et le diaphragme. Donc, s'il n'y a pas assez de protéines dans le corps, on va aller piocher dans le quadriceps, à droite, à gauche. Donc, on va détruire des protéines, les transformer en acides aminés, transporter les acides aminés au cœur et au diaphragme pour refabriquer de la fibre musculaire. Donc, la protéine, c'est variable selon les individus. Donc, 1,5 g pour sportifs un petit peu intenses. Ceux qui veulent faire de la masse musculaire, 2 grammes par kilo de poids et par jour. Et ceux qui sont sédentaires, on peut descendre à 1 gramme, voire encore un petit peu plus bas. Parce que ceux qui font rien, mais rien de rien, canapé, télé, et qui ont un boulot où ils sont assis, il n'y a pas d'activité musculaire. Alors ça, c'est dramatique pour le corps, parce que sachez que le corps, il est taillé pour l'action. Vous avez des os, vous avez des bras de levier, vous avez des tendons, vous avez des muscles, vous êtes taillé pour l'action. Le pire que vous pouvez faire pour votre corps, c'est le canapé. C'est la pire chose que vous pouvez lui faire. Il n'est pas fait pour ça. Vous n'êtes pas taillé pour vous reposer et être comme ça devant la télé, d'autant plus que vous passez en monde hypnotique, donc c'est encore un autre débat, mais c'est compliqué. Donc les apports protéinés, c'est fonction de l'activité et fonction du poids de la personne. Ben, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, Ticia, pour cette conférence très, très intéressante et très constructive. Et je pense que tout le monde va être d'accord. On a appris beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, ça, c'est vraiment, il n'y a C'est pas à très dire. intéressant. Très, très Mais je complet. voulais, je voulais vous Vas-y, je t'en remercier prie. aussi, Rayonnance TV, tous ceux qui ont été là ce soir. Merci infiniment de votre présence. Et puis juste le petit mot de la fin. Cette conscience qu'on peut avoir avec l'alimentation, je vous invite à ce qu'elle puisse s'élargir, à ce que vous puissiez un petit peu regarder
qu'est-ce qui se passe pour vous, votre rapport au corps, votre rapport à l'alimentation, votre rapport au monde aussi, et pouvoir au fur et à mesure trouver un équilibre qui vous va bien et qui puisse vous faire aller vers la santé et vers l'épanouissement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je suis à votre disposition si vous avez besoin, soit sur Facebook ou ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir.